c'est bon. Pardonnez-moi. C'est très bien, c'est très bien. L'âge des low-tech de Philippe Biwix, ingénieur spécialisé dans les ressources. Tu te souviens, on avait déjà fait un livre de lui là, qui s'appelait Le bonheur était pour demain. Ouais, que j'avais bien kiffé avec les différentes promenades et tout. Voilà, on avait bien kiffé, mais moi j'avais quand même hésité à le publier parce que on avait un peu envie de se tirer une balle pendant pendant tout l'épisode. Mais il n'a pas été si mal reçu que ça. Et je me suis rendu compte que j'avais fait une sorte de fashion faux pas parce que en fait, il est admis dans la communauté que le livre de Philippe Biwix qu'il faut faire, bah, c'est pas tellement Le bonheur était pour demain, mais c'est plutôt L'âge des low-tech. Et donc voilà, l'idée c'était de se rattraper aujourd'hui avec ça. Et donc, bah voilà, en effet, c'est un livre qui est très sympa et qui traite de, en gros, à quoi ressemblera une société dite low-tech, donc basse technologie, dans l'idée de faire un truc soutenable où on ralentit un peu. Voilà, ça ressemble à quoi? Et c'est vrai qu'après m'être tapé une nouvelle histoire de l'humanité de David Graeber, ça fait du bien quand même de lire le livre de quelqu'un qui écrit normalement, qui sait faire un plan et qui déroule les idées à peu près normalement. Je sais pas si tu vois, Nouvelle Histoire de l'Humanité, c'est un espèce d'énorme pavé de 650 Non. pages où c'est David Graeber alors, c'est très bien comme livre, c'est juste que c'est très pénible à lire. Donc là, ça faisait du bien d'avoir un mec qui va un peu au but, quoi, tu vois. Bon, t'es chaud pour une description du monde des low-tech, genre faire caca dans la nature, tout ça. Ouais, je suis chaud. Et puis moi, j'aime bien ces exercices de prospective parce que, bah, tu sais, on a déjà discuté, c'est que ça permet potentiellement de se rendre compte que la sobriété ou la décroissance, c'est pas nécessairement uniquement des sacrifices et que il y a des aspects intéressants. En gros, tu vois, genre que tu peux pas considérer la transition écologique uniquement du point de vue de la perte par rapport à la situation actuelle. Mm. Et que tu peux également la considérer d'un point de vue de c'est juste une société différente et une société potentiellement souhaitable. Et du coup, ces exercices de prospective, je trouve que ça permet de, en gros, mieux faire passer la pilule, de se dire oui, ok, tu vas perdre des trucs, mais c'est pas très grave non plus et tu vas gagner d'autres trucs, quoi. Ouais. Bah, là, en fait, c'est complètement ça. En fait, c'est découpé en 4 chapitres. Et tu vas avoir un premier chapitre où on va passer forcément un peu plus vite parce que c'est une sorte de résumé de les limites à la croissance. Enfin, en gros, il est obligé de faire ça. Il est obligé de dire pourquoi on doit passer au low-tech. Bon, voilà, ceux qui découvrent peuvent peut-être regarder l'épisode sur les limites à la croissance. Donc ça c'est la partie 1, il y a 4 parties. Et la partie 2, bah voilà, c'est le principe des low-tech, c'est quoi? Donc ça c'est sympa. Le quotidien d'un low-tech, donc ça va vraiment illustrer en gros qu'est-ce que tu fais au jour le jour dans cette société-là. Et à la fin, tu as une petite partie qui te dit, pour les plus sceptiques, en gros, comment tu transitionnes de ce qu'on a aujourd'hui à ce monde low-tech. Et c'est pas tant la transition, c'est aussi répondre aux questions des haters, tu vois, genre ceux qui vont te dire oui, mais non, enfin voilà, il fait un chapitre quand même pour adresser ça. Ouais. Donc voilà, Et puis même, moi, je trouve ça intéressant de répondre aux objections. Parce que globalement, tu pourras jamais pousser ton idée si tu considères pas les détracteurs, quoi, et si tu considères pas les objections. Ouais. De un, donc déjà, vu que c'est des projets de société, il faut qu'ils suscitent l'adhésion d'une majorité d'individus. Tu ne susciteras jamais l'adhésion d'une majorité d'individus si tu ne prends pas en compte les détracteurs et les arguments contre ton truc, d'une part. Et d'autre part, par ailleurs, ton projet peut également avoir des faiblesses. Et c'est du coup intéressant d'écouter ce que les gens, les opposants disent, quoi. Mm. Ouais, ça, il le fait pas mal, ouais. Enfin, tu vas voir, mais ça c'est pas mal fait, ouais. Donc, bon, il appelle ça des actes, les chapitres 1. Acte 1. Donc, en gros, bah, acte 1, les limites à la croissance. Pourquoi? Ouais. Il aime bien découper ses bouquins et tout. Avant, c'était des promenades. Maintenant, Oui, c'est des actes. là, c'est des actes. Avant, c'était des promenades. Il aime bien faire ça. Et il aime bien les concepts aussi, tu vas voir. Tu vois. On va kiffer. Il a plein de nouveaux concepts. Alors, par contre, je sais pas si c'est lui qui les a inventés, mais en tout cas, il en a plein. Donc, ouais, pourquoi les ingénieurs vont pas régler tous les problèmes? Alors, il fait un truc que les profs de français, ils aiment pas, tu sais, mais
moi j'aime bien, ça va. Il dit depuis la nuit des temps. Donc, il dit depuis la nuit des temps, tu sais, depuis qu'on chassait le mammouth, à chaque fois, du coup, il y a plus de mammouth et du coup, tu vas faire autre chose, quoi. Tu vas en Australie, tu vas chasser l'espèce de hamster géant. On a toujours fait ça. et c'est pas un phénomène nouveau du tout, en fait, de dépenser les ressources abondamment. Et alors, je sais pas si tu savais, ça c'est un fun fact que j'ai appris, c'est que le pétrole à la base, c'était venu résoudre une pénurie de baleines. Je sais pas si tu savais ça. Ah si, Quoi? parce qu'on on utilisait l'huile de baleine pour allumer Voilà. enfin, Les l'éclairage. éclairages. Ouais, c'est ça. Donc il y avait des mecs qui chassaient les cachalots pour que du coup on puisse s'éclairer. Et juste au bout d'un moment, les cachalots ils prenaient trop cher. Et du coup on a trouvé le pétrole. Du coup ça a permis de pas complètement poutrer les cachalots, même s'ils ont pris cher. Et après on a compris qu'on pouvait utiliser le pétrole dans le moteur à explosion, mais voilà, c'était rigolo. Il y a une autre révolution majeure que je connaissais pas, hein, que je voulais citer, c'est l'invention du procédé Haber-Bosch. Tu sais, ça sert à synthétiser le nitrate à partir de l'air pour fabriquer les engrais synthétiques. Donc ça, c'est début 1900, et ça, le mec a eu le prix Nobel pour avoir, entre guillemets, sauvé l'humanité de la famine. Et donc, tu vois un peu ces espèces de steps majeurs où, en gros, ouais, l'ingénieur a sauvé le monde, quoi. En gros, voilà, Oui. ça, c'est un peu emblématique. Et là, la question, c'est pourquoi cette fois-ci les ingénieurs ne nous sauveront pas. Oui, c'est marrant. Il s'imagine c'est quoi la nouvelle révolution. Mais là, il est taquin, tu vois. Il dit que la nouvelle révolution sera peut-être les vaches aux flatulences sans méthane dopées à la bactérie de kangourou. Tu vois, donc là, il est taquin, Philippe. Et et pourquoi ça m'a fait rire? Parce que d'ailleurs, je crois que c'est une connerie. En fait, je crois que le kangourou, il émet quand même du méthane. J'avais vu une étude où, en gros, tous les herbivores, ils émettent du méthane. Donc, je crois que c'est un mythe, Philippe. Si tu ne savais pas. Donc, pourquoi cette fois-ci, ça marchera pas? Oui, donc en fait, ce qu'il dit, c'est que on a toujours fonctionné en mode on découvre une ressource qui nous permet de nous nourrir ou de survivre ou d'accroître le rendement de quelque chose. On épuise cette ressource et soit on passe à une autre ressource, soit on développe une innovation technologique qui fait que on peut accroître le rendement de la ressource en question. Ouais. Donc en gros, on poutre la ressource et on passe à une autre, quoi. On fait ça un peu éternellement. Ouais. Là, tu as dit accroître rendement, mais j'ai l'impression que si je voulais caricaturer, c'est limite, en fait, c'est plus on passe à autre chose, en fait. Hein. Et on va en parler des rendements dans l'agriculture, c'est hyper intéressant, justement. Donc lui, quand il dit... D'accord. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que depuis que l'homme est homme, il fonctionne par découverte de ressources, exploitation de la ressource jusqu'à épuisement, passage à une autre ressource. Quoi. Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Je caricature un peu, mais en gros, c'est ça, ouais. Et là, du coup, pour pas se retaper les limites à la croissance, je vais juste faire les concepts que j'ai découverts un peu, en fait, que je connaissais pas ici et que j'aimais bien. Ouais, passage à une autre ressource ou migration, finalement. Parce que aussi, tu peux bouger, quoi. Tu vois, genre. Oui, avec les hamsters les hamsters géants en Australie. Ouais, tu peux bouger, ouais. C'est pour ça qu'il commence par dire, du coup, en fait, toute la démonstration qu'il fait, c'est juste, la planète n'est pas infinie. Ok, donc voilà, on est arrivé, on a fait le tour. Donc la planète n'est pas infinie, et là je vais te donner les concepts que j'ai bien aimés, qui ont été nouveaux pour moi. Et tu as un premier concept que j'ai découvert, c'est le concept de peak everything en anglais. Donc en gros, derrière peak everything, il y a, on a atteint le pic, où on va atteindre le pic d'extraction de tout. Donc énergie, matière première, capacité de la planète à absorber la pollution. Et tu vois, ça je connaissais pas, j'avais en tête le peak oil, tu vois, comme quoi, on va atteindre un pic de pétrole, pic gaz, voilà. Mais c'est vrai que peak everything, j'avais un peu moins ça en tête. Et il l'explique très bien, il dit oui, il y a probablement assez de cobalt sur Terre pour faire tout ce que tu veux. C'est juste qu'au bout d'un moment, en fait, la quantité d'énergie pour aller l'extraire, en fait, ça devient juste pas du tout, ça devient indécent et complètement irréaliste. Donc en fait, le premier concept que j'aime bien là, c'est le peak everything qui vient apporter des mots derrière les limites à la croissance un peu. Donc en gros, ce que ça dit, c'est que
pour une multitude, c'est que vu l'exploitation qu'on a fait des ressources et le nombre d'habitants sur Terre aujourd'hui et la vitesse à laquelle on exploite les ressources, on est en train d'atteindre un stade où il y a une multitude de ressources qui atteignent un stade où leur extraction réclame une quantité d'énergie prohibitive. Ouais, c'est ça. Et t'as même. Si je dis ça de manière fancy, genre, en gros, c'est ça. C'est que genre, plutôt que d'avoir, avant, c'était un certain nombre de ressources un peu limitées et on peut en passer à d'autres. Et maintenant, il y a genre un jeu de ressources énormes, quoi, pour lequel on est en train d'atteindre le stade où l'extraire, ça devient méga, méga relou, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, je trouve que c'est un bon. C'est une bonne arme à avoir en tête. Tu sais, bah, voilà, pour les gens qui te diraient il y a largement assez de, je sais pas, de cobalt, pour citer son exemple sur Terre. Ah oui, en fait, effectivement, mais c'est pas ça le problème, en fait. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu peux juste pas l'extraire. Et même, tu as une limite physique, mais ça, on connaissait, tu sais, c'est le TRE. C'est le taux de rendement énergétique. C'est combien d'énergie tu injectes pour récupérer X barils de pétrole, ou de ce que tu veux. Bah oui, bah si tu injectes s'il te faut 3 barils de pétrole pour en récupérer un, bah c'est juste qu'à un moment, tu as atteint la limite de la connerie, quoi. Donc pick everything. Et souvent, au pick everything, tu sais, on répond oui, mais on peut faire Et ça, c'est un concept documenté. Genre, il y a de la bibliographie dans son. Mon point, c'est genre, est-ce que si je cherche sur Internet, il y a une liste de genre d'une centaine de ressources où on sait qu'on atteint ce pic, ou c'est un peu une sorte de concept intellectuel? Moi, de ce que je sais, c'est que, alors, il en cite 2-3 où c'est tellement abondant que ça va, on est chill. Je saurais pas les citer de tête. Et après, évidemment, bah oui, en fonction de la ressource, en fait, je crois que ce qu'on sait te dire en fonction de la ressource, tu sais, c'est combien de tonnes de roches il faut concasser pour en obtenir genre 5 grammes, tu vois. Et donc ça, effectivement, par ressource, on sait. Alors, il est jamais exclu que tu découvres, j'en sais rien, moi, un puits genre au Zimbabwe ou genre j'en sais rien, tu vois. Mais oui, je crois que c'est documenté le nombre de roches qu'il faut concasser par gramme de truc. Et après, bah pour le pétrole, le gaz, c'est aussi connu. Maintenant, j'avoue, oui, j'imagine qu'ils doivent faire tellement une prospection de malade sur le pétrole que c'est juste impossible de se tromper sur qu'est-ce qui est facile à choper, qu'est-ce qui est pas facile à choper. Et donc, en fait, souvent, à ce pick everything, le contre-argument, c'est le recyclage. Les gens, ils ont un peu ça en tête. Et ce qui est hyper intéressant dans le bouquin, c'est qu'il va te donner des limites que j'avais pas forcément en tête au recyclage. Alors, celle que j'avais en tête, c'est que, ok, des fois, c'est pas possible de recycler, il y a juste des matériaux, tu peux pas les faire fondre. C'est comme ça. Mais tu vois, c'est hyper intéressant. Il dit, il y a pas mal de matériaux. En gros, on en fait des usages dispersifs. Donc, tu vois, il donne l'exemple, il dit, bah, on met de l'argent dans les chaussettes anti-odeur. Bah, si tu pues des pieds, il faut des chaussettes avec de l'argent. Et ça, c'est dispersif, tu vas pas le récupérer. Et tu mets du zinc et du cobalt dans les pneus qui vont s'user. Et donc, tu vas pas aller récupérer la poussière de zinc et cobalt sur les routes. Et en fait, là, comme ça, tu te dis, mais en fait, c'est peanuts. Mais en fait, il donne un tableau et en moyenne, c'est 20 à 30% des métaux qui sont utilisés en usage dispersif. Alors, ça dépend du métal, forcément. Tu vois, je savais pas. Mais ça, c'est intéressant, quoi. Enfin, tu vois, c'est que 20 à 30%, quand même, c'est pas négligeable. Oui. Et juste, ça finit en poudre. Enfin, tu vois, c'est... D'accord. Donc, en fait, l'usage dispersif, c'est un matériau qui va se dissoudre ou se répandre dans la nature à l'usage du produit en question, quoi. Ouais. Et tu vois, il donne l'exemple... Du coup, tu peux pas le rechoper, quoi. Voilà. Et le truc ultime, c'est le titane. Il dit c'est 95% de dispersif. Parce que c'est les pigments, les cosmétiques, les dentifrices. Enfin, tu vas pas aller récupérer le titane du dentifrice une fois que tu vas cracher dans le lavabo. Donc ça, c'est assez intéressant, ouais. Et dernier point, bah, tu recycles pour faire des chaises de jardin, mais tu recycles pas pour faire le capot neuf de ta voiture ultra technologique avec un capot ultra léger, ultra résistant, tout ça, quoi. Oui. Donc en fait, déjà, il y a des matériaux qui se recyclent pas. Puis il y a des matériaux qu'il est extrêmement difficile de séparer les uns des autres quand ils sont dans un produit. Puis il y a les matériaux dispersifs. Puis il y a des procédés de recyclage qui sont très chers en énergie. Puis il y a des procédés de recyclage qui sont pas équivalents. Donc tu recycles en un produit inférieur.
Oui, c'est Et ça. du coup, c'est juste une étape supplémentaire avant le déchet. Mm. Donc, tu rallonges la durée de vie, mais finalement, la fin, c'est quand même du déchet. Donc, en fait, Ouais. il y a ces 5 limites au recyclage qu'on commence à connaître maintenant. Ouais. Et d'ailleurs, c'est rigolo, tu sais, Monsieur et Madame Recyclage, là, dans l'épisode juste avant, tu vois, ils nous expliquaient que quasiment tous les emballages alimentaires, en fait, que tu recycles, en fait, c'est très rare que ça redevienne un emballage alimentaire, en fait. Tellement Ouais. en fait, faut faire un peu gaffe à ce que tu fais quand tu mets les choses en contact avec ta bouffe. Et donc, l'exception, c'est, je crois, les bouteilles d'eau. Et après, c'est rarissime, quoi, en fait, les trucs que tu peux refaire. Toucher ta bouffe, quoi. Donc tu peux faire des chaises de jardin, quoi. Ok. Je crois à un moment dans le livre, il fait des petits blagues, il dit quand on croulera sur sous les chaises de jardin, peut-être qu'on se posera des questions. Enfin bref, c'est un marrant. Euh, donc, euh, donc ça, c'est intéressant. Et je vais finir l'acte 1 là, avec deux autres concepts que je connaissais pas et que je pense que c'est important de les avoir en tête parce qu'on va les ressortir dans le reste des actes là. Euh, le premier concept que j'aimais bien, c'est l'effet parc. Je sais pas si tu as déjà entendu ce mot-là, l'effet parc. Non. Euh, c'est tout ce qui est lié au remplacement de l'existant. C'est-à-dire, imagine, tu dis, bah, les voitures, c'est pourri, je vais en faire des mieux. Bah, faut remplacer toutes les voitures. Tu dis, les bâtiments, ils sont chums, c'est des passoires thermiques. Bah, faut isoler tous les bâtiments. Faut remplacer toute l'électricité par des panneaux solaires, des éoliennes. Et eux, faut probablement les remplacer tous les 30 à 40 ans parce qu'ils ont une certaine durée de vie. Tu vois. Euh, et donc, en gros, l'effet parc, c'est de dire que, en gros, les ordres de grandeur en termes de remplacement, ça le fait pas du tout. Et, euh, et ça, c'est un truc intéressant. Tu vois, nous, on connaissait l'effet rebond. Ouais. Mais l'effet parc, moi, j'avais jamais entendu parler. Et c'est le fait que, bah, dès que tu as un mec qui a une bonne idée, en fait, tu lui dis, bah, ok, c'est cool, mais il faut tout remplacer, quoi, en fait. Et Oui. du coup, ça va pas forcément le faire, quoi. C'est un Oui, peu c'est le qu'en truc. fait, plus un produit est démocratisé, ou en gros, plus le stock de ce produit disponible dans le monde est élevé, plus le changement de son fonctionnement ou l'implémentation d'une innovation va te coûter cher parce que juste il y a un volume énorme de produits préexistants, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, Ouais, on a souvent parlé avec les caisses, tu sais, l'électrique, etc. oui, c'est ça. Mais en fait, pourquoi c'est intéressant? Parce que tu sais, souvent, et moi je l'ai eu en lisant le livre, hein. Je vais te dire à chaque fois que je l'ai eu en lisant le livre au fur et à mesure. Mais tu sais, quand tu lis le livre, à chaque fois, tu te dis, ah, mais à ce truc-là, en fait, il y a sûrement une solution, il suffirait de faire des logements comme ça. J'en sais rien, Ouais, je prends un exemple à la con. Ah oui, ok, mais il faut le faire dans tous les logements. Tu vois, donc ouais. c'est un peu. Enfin, on va en reparler, mais ça j'ai bien aimé, tu vois, je connaissais pas. Il y a peut-être des gens qui diront bah, que c'est évident, mais moi je connaissais pas, je trouvais ça cool. Et il y a le deuxième euh, et dernier effet intéressant, qui est peut-être un peu lié, c'est ce qu'il appelle l'effet innovation, c'est-à-dire remplacer l'actuel par du plus compliqué pour résoudre les problèmes de l'actuel. Je sais pas si tu vois où il veut en venir un peu déjà avec ça. Euh, Remplacer l'actuel par du plus compliqué pour résoudre les problèmes de l'actuel. ouais, bah, je me dis que c'est une sorte de fuite en avant, quoi. En gros, Ouais, exactement. et du coup, le plus compliqué aura lui-même des problèmes que tu vas résoudre par plus compliqué. Exactement. Exactement. Donc, c'est exactement ça. Donc, typiquement, c'est ça qui est intéressant, c'est que lui, il se demande est-ce que c'est bien souhaitable d'installer des éoliennes de 5 mégawatts? Alors, apparemment, 5 mégawatts, c'est beaucoup pour une éolienne. Qu'il appelle monstre ultra high-tech, bourré d'électronique, de matériaux compliqués. C'est compliqué à construire, c'est impossible à recycler, c'est compliqué à réparer. Tu vois, est-ce que c'est pas mieux d'installer des éoliennes moins puissantes, mais plus basiques? Et, euh, et c'est ça, c'est ce que tu disais, c'est une fuite en avant. C'est-à-dire que, ok, ta voiture, peut-être qu'elle consomme moins de carburant, mais si elle a 15 cartes électroniques qui gèrent la vitesse, du vent et je sais pas quoi, bah ouais, c'est une sorte de fuite en avant. Et au final, est-ce que tu perds pas au change, au change, tu sais, je sais pas si tu connais, ça me fait penser à la petite histoire pour enfants où, en gros, t'as une vieille dame qui avale une mouche. Et du coup, vu que la mouche, elle l'a fait chier dans son estomac, elle avale une araignée pour manger la mouche. Et après, elle avale un chat ou je sais pas quoi, non, un oiseau pour manger l'araignée.
Puis elle avale un chat pour manger l'oiseau, et ainsi de suite, et après elle meurt. Tu connais ça ou pas? Non, je connais pas. Putain. Et ouais, c'est l'histoire de la vieille dame qui a avalé une mouche. Et tu vois, ça me fait penser à ça, quoi. C'est que, Oui. oui, lui, il préconise de sortir de cette espèce de fuite en avant qui est de ah, mes pesticides, ils tuent mes tomates, bah, je vais faire des tomates OGM. Et puis, je sais pas, peut-être ça a tué les abeilles, je dis n'importe quoi, tu vois. Donc, je vais faire des abeilles robots, et ainsi de suite, tu vois. Enfin, au bout d'un moment, en fait, Oui. tu fais comme la vieille dame, quoi. Tu t'avales, Ouais, non. Non, mais t'avales c'est le chat. intéressant aussi. Enfin, je pense que peut-être qu'en ingénierie, tu dois avoir des concepts théoriques là-dessus. Tu sais Mm. qu'en fait, plus ton système est compliqué et tu as différentes variables qui définissent le caractère compliqué d'un système, mais genre le nombre de composantes, la longueur de fabrication, les différents matériaux utilisés, le Mm. nombre de compétences que ça implique pour le fabriquer, etc. Plus ton produit et ton système est compliqué, bah, plus il génère de l'entropie et plus du coup ça va susciter des problèmes derrière. Genre, ça va être dur à réparer, ça va être dur à améliorer, ça va être dur. Et non, mais c'est intéressant. Et du Ouais, coup, enfin, c'est un peu une manière de dire il faut avoir un biais en faveur de la simplicité. exactement. Euh, Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et Bah, moi, c'est intéressant parce que moi, je le vois pas mal dans mon boulot, tu vois. Bon, on s'en fout de ce que je fais, tu vois, mais je trouve que ça se voit dans la vie professionnelle, quoi. Dès que tu fais quelque chose de compliqué, en fait, c'est galère, les gens ils comprennent plus. T'as un nouvel entrant dans ton équipe, il comprend pas. Tu vois, l'implémentation, elle devient galère. Tu vois, en gros, enfin, je trouve qu'une grande partie de ce que je fais dans mon boulot pour être plus efficace, c'est essayer de simplifier les choses, quoi. ouais. Ouais, bah ouais, et je trouve que tu le vois aussi dans l'ingénierie où en fait, euh, souvent les boîtes deviennent assembleuses de sous-systèmes. Tu sais, ah, je vais Ouais, assembler telle carte électronique avec tel truc, puis tel truc, et même après ça fait une pyramide. C'est-à-dire que même la carte électronique, elle va assembler tel truc de tel truc, tel truc. ouais, Et en fait, finalement, personne ne fait un produit tout seul. En fait, et en fait, plus ton produit il est compliqué, plus la chaîne elle est compliquée. Et ouais, tu vois, c'est intéressant. Il se dit, bah, si les éoliennes, elles peuvent pas être simples, est-ce que ça vaut bien le coup, à cause de l'effet parc, de se dire, bah, vas-y, on va tout remplacer. Est-ce qu'on va pas se brûler les ailes un peu, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, conclusion de l'acte 1, bah, il dit, au mieux, on aura les bonnes idées qu'on mettra pas en œuvre à temps ou pas avec les ordres de grandeur nécessaires. Et au pire, on aura les mauvaises idées où là, bah, c'est encore plus néfaste. Donc voilà. Acte 1 avec des petites où je vous ai juste fait les choses un petit peu complémentaires que je connaissais pas par rapport aux limites et à la croissance. Donc là, on va voir dans l'acte 2 les principes des bases technologies. Donc, il y a plein d'options qui s'offrent à nous. Donc, une fois qu'on a vu l'acte 1, on peut ne rien faire. On peut privilégier les vieux par rapport aux jeunes, si on ne sent pas les vieux. Et il y a une option qui est recommandée par Philippe Biwix, c'est appuyer sur la pédale de frein, donc à l'aide des basses technologies. Et donc c'est quoi en fait les basses technologies? Je vais te refaire un concept parce qu'il aime bien les concepts. C'est s'orienter vers une écologie de la demande plutôt qu'une écologie de l'offre. Donc en gros, ça veut dire plutôt que de se demander, tu vois, je veux faire un truc, comment est-ce que je peux le faire de façon écologique? Lui, il préfère se demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ce truc? Est-ce que je pourrais pas quand même survivre sans faire ça? Et donc typiquement, c'est, bah, je sais pas, au lieu d'avoir des gobelets en carton, mais qui sont en fait en plastique recyclables, bah, je peux prendre mon café dans une tasse, tu vois. Ça, c'est au taf, tu peux ramener ta tasse et prendre ton café dans une tasse. Et il donne un exemple sur les bouteilles. Ça, c'est intéressant. Il dit, au lieu d'avoir des bouteilles de verre de toutes les couleurs, qui sont cassées quand tu les jettes dans la benne à verre, tu pourrais avoir des bouteilles toutes de la même couleur et une consigne. Tu vois un peu le truc. ouais. Et il va plus loin, il dit tu pourrais même carrément avoir la même forme de bouteille. Je sais pas, tu dis il existe 4 formes autorisées. Et du coup, la même bouteille serait réutilisable localement. Je sais pas, t'as un mec qui met son vin dedans, tu l'achètes, enfin il l'amène au supermarché, tu l'achètes, tu le bois. Le supermarché il chope la bouteille et puis après c'est un mec qui va mettre du lait dedans. Enfin tu vois, en gros Ouais. c'est les mêmes trucs. Donc tu vois un peu son histoire de.
En fait, se demander, en fait, est-ce que ce truc-là, j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je peux juste pas faire ça, en fait, tout simplement, quoi. Hmm. Non, mais ouais, moi, je trouve que c'est super intéressant, je trouve. Bah, ça rejoint toute la démarche un peu de sobriété, quoi. Ouais. C'est une sobriété appliquée aux objets, un peu, tu vois. C'est genre, ouais, bref, c'est intéressant. Bah justement, il fait un truc, je l'ai posté sur les réseaux sociaux. Il fait un truc, il appelle ça la matrice écolo-liberticide. Et en fait, c'est un graphe où il dit, en gros, chaque chose que tu fais, c'est soit un impact sur le confort fort, soit un impact faible sur le confort. Et chaque chose que tu fais, c'est soit très utile en termes écologiques, soit moins utile. Et donc, ça te fait un espèce de tableau en 2D. Où en Ouais. gros, bah, chaque truc, tu peux le dire. Enfin, en gros, du coup, tu vas avoir envie d'identifier les choses qui n'ont pas un impact grand sur le confort, mais qui sont très utiles, genre en termes écologiques, quoi. Tu vois. Ouais. Donc c'est ça un peu le concept d'Elotech. C'est-à-dire que les trucs qui sont qui font chier mais qui servent à rien, bah tu vas éviter de les faire, quoi. Ouais. Tu vois un peu le truc. Euh, je sais pas, il donne des petits exemples. Il dit utiliser les journaux comme du papier toilette, bah c'est relou et ça a pas un impact incroyable. Et par opposition, je connaissais pas, il y a un truc qui s'appelle les pneus réchappés. Je sais pas si tu connais les pneus réchappés. Non. C'est en fait, c'est juste, tu gardes le pneu, mais c'est juste le truc autour que tu changes. Et tu vois ce que je veux dire? Le truc qui s'use, quoi. Ouais. Ouais. Ah, je savais pas. Voilà, bah ça, apparemment, c'est pas du tout relou et ça a un impact fort. Et juste, on le fait pas parce que ta gueule, quoi. Voilà. Donc, tu vois, c'est marrant. Sa matrice, ça permet d'identifier un peu les trucs qui sont un peu utiles. Et je vais t'en faire d'autres parce que j'aime bien. Tu vois, il donne l'exemple, utiliser les couleurs naturelles, des couleurs naturelles dans les produits jetables du quotidien. Genre journaux, magazines, affiches, vêtements, chaussures, ameublement, jouets, emballage. Parce qu'en fait, les colorants un peu classiques, il dit il y a des métaux rares dedans ou des produits chimiques dedans. Donc, tu vois, lui, il dit il utilise des crayons papier, il imprime tout en noir et blanc. Mais ça, j'avais pas forcément ça en tête, tu vois, que les couleurs, en fait, c'est un peu. Comment on appelait ça? Bah déjà, ça pollue. Et Ouais. en plus, c'est dispersif, tu vois, ça gâche Ouais. les trucs. Je sais pas si tu savais. Non, non, moi, j'avais jamais réellement pensé, quoi. Mais Ouais. oui, en fait, c'est évident que la couleur, tu vas pas Ouais. Mais c'est marrant, ça, c'est des trucs, comme tu dis, on n'avait pas pensé, mais ça fait un peu sens quand il le dit. Il y a brider la voiture à 90 km/h. Il dit, alors ça, c'est pénible, mais pas tant que ça, mais c'est très, très utile. Bah, beaucoup moins de consommation et finalement aussi, il y a beaucoup moins de poids aussi. Tu sais, tu peux être plus léger si t'es pas obligé d'être Oui. robuste au choc à 130 km/h, quoi. Ouais. Et il y a un truc ultime, c'est se couvrir l'hiver. Alors il dit c'est non mais tu vois c'est con, mais il dit c'est très pénible, mais en fait c'est très 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 utile parce qu'en fait c'est non linéaire, en fait chaque degré de chauffage que tu gagnes, en fait c'est genre Ouais. c'est Byzance, quoi. Donc tu vois, moi j'ai fait quelques petits exemples parce que je trouve ça cool. Je sais pas si toi tu dis souvent pisser dans la douche, t'en as d'autres des exemples? Ouais. Non, mais en fait, je trouve ça intéressant. Bah, en gros, tu sais, c'est une matrice effort-impact, son truc, tu vois. Oui, Genre, c'est vrai. c'est un truc très classique, même, enfin, même dans toutes les boîtes. Dès que tu veux créer une feuille de route pour n'importe quoi, tu vois, t'as le choix parmi 30 projets. Ouais, c'est vrai. Tu fais ta matrice effort-impact, le patron, il est content, tu vois. Mm. Et tu sais, t'as des quadrans dans ta matrice effort-impact. T'as les quadrants, c'est de la merde. Le quadrant, c'est un quick win, faut le faire maintenant parce que c'est très fort impact, pas beaucoup d'efforts. Bref. Non, mais je trouve ça hyper intéressant. Mais en fait, comment dire, ce que ça m'évoque, c'est, enfin, tu vois, c'est un peu du bon sens, tu vois. Mais ce que ça m'évoque, c'est deux choses. La première, c'est la quantité de délibération et de législation qu'il faut qu'il va falloir qu'on implémente, tu vois. Parce qu'en fait, tout ça, là, ce que je veux dire, tout ça, ça fonctionne que s'il y a une forme de législation, tu vois, qui dit, bah, maintenant, on fait plus que des bouteilles, tu vois, des bouteilles comme ça. Ouais. Parce que sinon, dès que tu obliges pas tout le monde à être pareil, bah, l'être humain, par essence, il veut se différencier.
Et une grande composante, une grande partie de ce qui fait son bonheur, c'est la comparaison avec autrui et la compétition sociale. Et du coup, t'es content d'avoir une voiture qui va à 150 et que le voisin, il a qu'une voiture qui va à 90. Et non, mais j'ai lu récemment, c'est mon dada récent là. Et en fait, une grande partie de notre bonheur, c'est lié à la comparaison avec notre entourage. C'est triste, mais c'est comme ça. Et du coup, tu peux pas compter sur l'initiative individuelle là-dessus. Il faut des formes de commun, quoi, de formes de législation. Et donc je me dis putain, va falloir se mettre d'accord sur un tas de trucs quand même. Ouais. Et deuxième truc que ça m'évoque, c'est le côté, en fait, va falloir qu'on se familiarise tous avec les maths et les ordres de grandeur. En fait, tu vois, genre ce raisonnement-là qui est de prioriser, de calculer l'impact de chaque truc et après d'ordonner en fonction de l'impact, etc. C'est un type de raisonnement. Je pense que toi et moi, on a cette personnalité-là. Mais c'est un type de raisonnement et un type de personnalité que tout le monde n'a pas, tu vois. Moi, je le constate dans mes interactions avec les gens. Il y a des gens qui, déjà, qui ont du mal avec ce type de raisonnement par ordre de grandeur et mathématiques, etc. et un peu arithmétique. Et il y a des gens qui n'ont pas du mal, mais carrément qui rejettent ce genre de raisonnement. Bref, du coup, je sais pas, ça m'évoque ça. Ouais, et c'est marrant que tu dises ça parce que justement, là, dans ce chapitre-là, juste pourquoi je te dis ça, il parle de bonne et de mauvaise standardisation. Et justement, il évoque un peu ce que tu dis. C'est-à-dire, il dit les bouteilles, là, c'est une bonne standardisation, typiquement. Ouais. Et comme exemple de mauvaise standardisation, il cite, tu sais, quand on a essayé d'homogénéiser les chargeurs des téléphones. Et en gros, là, il dit, tu sais, il pense à toute l'entropie générée par les gens qui s'excitent dans tous les sens, qui font des meetings, des réunions, des déplacements en business class. Il dit les lobbyistes, tout ça, pour un truc où en gros il y a 2 bobines de cuivre dans le chargeur, alors qu'en fait c'est le téléphone qui pollue, quoi. Et donc c'est marrant que tu dis ça parce que ouais, il est aussi conscient de l'énergie en fait qu'il faut injecter dans le système, et des fois il faut faire un petit peu attention aussi à l'injecter sur des trucs qui sont un peu utiles, quoi, en fait, finalement. Tu vois. Ouais, en vrai ça me fait super peur parce que après, encore une fois, là ce qui arrive, c'est il y aura la force de la contrainte qui va faire qu'on va être un peu plus rapide qu'avant, tu vois. Ouais. Mais quand je vois qu'on a mis 20 ans à mettre un chargeur standardisé, ouais, ça m'évoque ça aussi, je suis d'accord. Ouais. Tu vois, et qu'on a mis X années à interdire les trucs jetables, qu'on met, et en fait c'est plus parce que, enfin, je suis pas en train de blâmer et dire que je suis super intelligent. Je dis juste que le système tel qu'on l'a construit, il est comme ça. Il y a des délibérations, c'est une démocratie. On écoute les intérêts de chacun, etc. Enfin, c'est un système plutôt bien conçu, tu vois. Mais c'est plus que la temporalité du système ne correspond pas à la temporalité de l'urgence écologique. Ouais. Et du coup, je me dis, s'il va falloir foutre des standards et se mettre d'accord sur genre, je sais pas, des milliards de conneries, ça va être. Je me dis, oh, putain, on n'est pas rendu, quoi. Et, non, mais je suis d'accord. Et après, encore une fois, donc ça, c'est le frein. Après, l'accélérateur, c'est la contrainte qui arrive et qui fait qu'on va se mettre d'accord un peu plus facilement, tu vois. mais tu vois, genre. Ouais. Non, mais c'est marrant, c'est marrant. Et tu vois, dans les trucs qu'il cite aussi, mais en fait, pourquoi je les cite? Parce que juste, j'apprends des trucs, je trouve ça fascinant. Pareil, sur sa matrice, à un moment, il dit, mais en fait, on achète des crèmes et du dentifrice au supermarché. Mais en fait, moi je savais pas, mais toute crème, il explique que c'est juste une émulsion d'huile et d'eau. Et donc, en fait, on met tout un tas de produits chimiques pour la maintenir et pour pas qu'il y ait des bactéries qui se développent. Mais lui, il dit, tu pourrais très bien avoir l'apothicaire du coin. Alors, je sais pas ce que c'est l'apothicaire, j'ai vu ça dans les jeux vidéo, mais ça a l'air d'être un mec qui fait des potions, quoi. Et tu pourrais avoir l'apothicaire du coin qui te fait ton dentifrice et ta crème, quoi, dans un seau, et juste tu viens avec ton bocal et t'en achètes, et en fait t'as pas besoin d'avoir le truc tu vois, super sophistiqué avec 25/100 sur Yuka, quoi. Et la crème tu la mets au frigo, et il dit tu la mets au frigo et du coup il n'y a pas les bactéries qui se développent, et voilà. Et le dentifrice c'est pareil, il dit c'est de la cendre, de l'argile et de la menthe, et voilà, quoi. Ça c'est intéressant, tu vois. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça en lisant le livre, tu te dis mais c'est rigolo, en fait, quoi. Ouais, c'est vrai, tu sais, il y a pas mal de gens, des gens plutôt à la pointe sur le combat écologique, qui font leurs propres cosmétiques et leurs propres produits ménagers.
J'ai Oui, l'impression oui, que c'est vrai qu'il y a un les montant cosmétiques et les ouais. produits ménagers, c'est un truc vachement accessible. Mm. Parce qu'en gros, c'est assez simple à faire. Il y a juste eu une méga couche de marketing qui nous fait croire qu'il faut Ouais. la microcellule qui se détache du tissu, qui va machin. Mais en Avec fait, l'animation en 3D. voilà, mais en fait, tu mets juste du vinaigre blanc et tu te casses pas les couilles, tu vois. Genre- C'est vrai. Donc ça va, je pense, tu vois. Ouais, mais ça, c'était intéressant. Ouais. Et, et du coup, je pense qu'on a compris, quoi. En gros, le principe d'Elotech, c'est vraiment cette matrice-là. Et je pense on peut faire l'acte 3 où là, on essaie de voir un petit peu c'est quoi la vie quotidienne. Ça, c'est rigolo, autant des bases technologies. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il aborde plusieurs secteurs. Typiquement, on peut faire l'agriculture en premier. Et c'est là où on va parler rendement et productivité, où j'ai trouvé ça hyper intéressant, son approche. En fait, comment il analyse le truc sur l'agriculture? Il met d'un côté le rendement, donc c'est la production de nourriture par hectare, et il dit ça c'est la métrique importante si tu veux nourrir la planète. Tu vois, combien par hectare tu produis de nourriture. Et ensuite, de l'autre côté, il n'y a pas le rendement, il y a la productivité. Et donc ça, c'est la production par travailleur. Donc combien chaque travailleur produit de nourriture. Et ça, c'est la métrique importante pour la thune, quoi. En gros, voilà, c'est juste c'est moins cher, quoi. Et donc ça, déjà, c'est hyper intéressant. Et en France, pour info, il donne un petit graphe et il montre qu'on observe une stagnation du rendement depuis 1997. Tu vois? Donc ça veut dire, en gros, pour 1 hectare de terre, ça veut dire que tu es un peu au max de ce que tu peux faire en termes de nourriture avec, je sais pas, en utilisant tous les engrais, tous les pesticides et tout. Depuis 1997, ça augmente pas vraiment. Tu vois? Je sais pas si t'avais ça en tête, c'est hyper intéressant ça, je trouve. Non, j'avoue, les rendements agricoles, j'y connais. Et, et donc évidemment, lui, il dit, bon, c'est pas un secret, il va te proposer tu sais, de faire les techniques de permaculture, d'agroécologie, où tu fais des parcelles plus petites, tu mets des haies pour les oiseaux, tu cultives des légumineuses pour que ça fixe l'azote de l'air, enfin, tu sais, tu fais tous ces trucs-là. Donc ok, ça on a compris. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il explique quand même son point, c'est que tu vas pas affamer la planète en passant à l'agro-agriculture. C'est juste en fait qu'il faut plus de gars par hectare pour taffer en fait. Et tu vois, ça, j'avais Oui, pas du tout ça en tête en fait. oui, c'est ça. Donc en gros, la quantité de nourriture produite par hectare sera la même, voire sera supérieure. Par contre, il faudra plus d'individus pour travailler la terre, quoi. Exactement, exactement. Et ça, j'avais pas forcément ça en tête parce qu'on entend souvent, tu sais, tu dis, on entend souvent dire, mais de faire ça, en fait, ça permettra pas de nourrir tout le monde. Moi, j'ai déjà entendu 50 fois ce truc-là. Je sais pas si tu as déjà Oui, entendu. Ouais. oui, Et donc ça, c'est quand même un bon contre-argument, quoi. C'est de dire, ben non, mais en fait, juste c'est les mêmes rendements, quoi, en fait, par hectare. ouais. Donc c'est quand même intéressant. Et, euh, et en plus, il dit que c'est un domaine où c'est relativement facile de changer parce qu'il faut juste, entre guillemets, réorienter les aides. Tu sais, il y a des aides massives. Bon, Ouais, juste tu les réorientes pour qu'ils fassent les trucs que tu as envie de faire. C'est pas ouais. si compliqué que ça non plus. Enfin, c'est un des trucs où c'est le plus facile. Bah, il faut réorienter les aides et accroître le prix final des produits, quoi. Ouais, c'est sûr, oui. Parce que si tu mets plus de gens, ça va coûter plus cher et du coup, il faut le consommateur qui soit prêt à payer X euros sa baguette, machin, tu vois, Ouais, ou X euros son machin. Donc en gros, il- c'est cette partie-là, je pense, qui est ardue. Il faut que déjà les ménages, le pourcentage de leurs dépenses qui est consacré à l'alimentation va s'accroître. mhm, Donc il faut que les gens soient prêts à l'accepter. Et par ailleurs, les ménages les moins qui sont dans le premier décile ou dans les tranches basses de revenus, eux, il faut leur fournir des aides parce que sinon, le pourcentage de leurs dépenses qui va être consacré à l'alimentation va s'accroître de manière démesurée. Ils pourront plus payer leur loyer ou j'en sais rien, tu oui, 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 vois. oui, oui. Mais tu Oui. vois, je pense que c'est ça la partie dure. Bon, t'as déjà le fait de dire aux gens arrête d'être comptable et va bosser dans les champs. Mais ça, je pense à la limite, il y a plein de comptables qui seraient intéressés d'aller bosser dans les champs, tu vois. Si tu leur donnes des conditions de travail dignes, tu vois. Mm. Mais c'est le côté juste, on va payer notre bouffe beaucoup plus cher, quoi. Ouais, 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 c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai, mais ça, c'est vrai que ça, il s'en cache pas, quoi, dans le bouquin. Il dit que le monde des low-tech, c'est aussi quand même un monde où tu t'achètes moins de bidules et moins de machins, et où tu travailles moins, et où tu passes plus de temps à faire autre chose, à t'occuper de ton potager, t'occuper de tes amis, et trucs comme ça. Donc c'est un monde auquel on est un peu moins habitué, ouais. Ouais. Donc,
Donc, et d'ailleurs, il fait une remarque intéressante. Tu sais, il dit, bah, si tu veux manger de la merde, tu fais comment? Bah, si t'as vraiment envie de manger de la merde. Et en fait, lui, il pense que le développement de la bouffe de merde, c'est aussi un remède à la vie aliénée que les gens mènent aujourd'hui. Tu vois, lui, il dit ça. C'est-à-dire que, bah, en gros, je sais pas si t'as fait, quand tu finis ta journée dans ton cabinet marketing, peut-être à la fin de la journée, t'as envie de manger du chocolat, quoi, parce que juste, t'en peux plus, tu vois. Et donc, il fait cette analyse-là aussi que, bah, peut-être que dans un monde où il y a plus d'interactions sociales, moins de travail, t'es plus cool et tout, bah, t'as un autre rapport à la bouffe aussi, tu vois. C'est possible, Ah ça oui, aussi. oui. Non, mais moi, Mm. ça, je suis complètement d'accord avec ça. Et enfin, je trouve que ça s'applique dans d'autres domaines aussi. Ça s'applique à la bouffe, ça s'applique aux Ouais. loisirs, ça s'applique. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de. En fait, tu sais, tu prends tous les cas où on s'autodétruit un peu, tu vois, en tant qu'individu. Mm. Genre tous les cas où tu fais des trucs pas bien pour toi. Mm. C'est souvent. Après, bon, je pense que je fais un peu de la psychologie de bas étage, tu vois. Mais c'est souvent lié à des formes de frustration et à des formes de comment dire Bah, de lui, il dit voilà aliénation, ouais. voilà à des formes de frustration, à des formes d'aliénation, à des formes de tristesse Mm. qui sont partiellement créées par la société moderne, tu vois. Mm. Parce que pas toutes, tu vois. Mm. Mais par exemple, les réseaux sociaux, on est tous hyper connectés, on se compare tous constamment, beaucoup plus qu'avant. Mm. Et du coup, peut-être qu'on a des besoins plus élevés parce qu'on veut avoir la même connerie que le voisin, tu vois. Mm. Donc il y a ça. Ou la même chose, peut-être que parce qu'on travaille trop, du coup, on surconsomme ou on consomme trop de trucs sucrés parce que on a moins de self-control. Mm. Et du coup, t'es là, tu craques ton slip sur un Mars, tu vois. Ouais. Parce que tu vois, genre parce qu'on n'a pas assez le temps de, parce que même chose, parce qu'on travaille trop, on n'a pas assez le temps de cuisiner, donc il faut acheter des plats préparés. Mm. Euh, Tu vois, je pense que je peux pas en sortir plein à la volée, tu vois, mais je pense que tu prends tous les cas où tu sais que tu fais de la merde, mais mais tu continues quand même. Mm. On se drogue parce que même chose, on veut du loisir rapide, instantané, tu vois. Euh, Tu prends tous les cas où tu fais de la merde, mais en sachant que c'est de la merde, et je pense que tu peux trouver une explication liée à la société moderne, quoi. Et tu vois, c'est marrant. Bon, dans le livre, là, Une nouvelle histoire de l'humanité de David Graeber, c'est sûrement le prochain épisode qu'on va faire. Il y a un moment où, en gros, il se rend compte que, tu sais, tous les gens qui ont vécu en même temps chez les indigènes et en même temps dans notre société, qu'ils soient indigènes ou occidentaux à la base, à chaque fois, ils ont tendance à vouloir revenir vivre chez les indigènes, tu vois. Et il fait cette constatation là qui est juste incroyable en fait. Enfin, je sais pas, enfin, tu vois, si j'avais pas réfléchi 2 minutes, j'aurais jamais dit ça. Ouais. Et donc oui, il y a l'air d'avoir un truc un peu aliénant au- à la manière dont on vit, et un truc un peu sympa dans le fait de, bah, je sais pas ce qu'ils font les indigènes, mais tu sais, ils sont tout le temps entre eux, tout le temps entre potes, en train Ouais. ils sont ensemble, ils sont jamais tout seuls. Enfin, tu vois, il y a peut-être un truc, peut-être un truc qui s'est perdu aussi, quoi. Donc, Ouais, c'est on super en intéressant. reparlera, mais Et ça rejoint l'aspect fuite en avant que tu décrivais avant, Hmm. qui est de dire, bah, tu vois, genre, on a créé une société qui est aliénante, du coup, enfin, par la technologie, on a créé une société qui est aliénante, du coup, on doit créer d'autres technologies pour compenser cette annihilation ou pour la réduire. Et tu vois, genre, en fait, Ah oui, tu vois ce que je ouais, veux dire? d'accord, ouais. Genre, On invente l'alcool, on invente. exactement, on a de Ouais. l'alcool, on a inventé l'ordi, mais après, du coup, on consomme trop d'ordi, et du coup, on invente des retraites de déconnexion. Enfin, tu vois, genre, euh, Ah tu ouais, vois, non, j'avais pas pensé à ça, c'est marrant ouais, que tu dis ça. euh, Ouais. Ouais. genre, Oui, ça rejoint la fuite en avant, oui. Ouais. ben, en fait, je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui ont mieux théorisé ça, mais tu vois, je pense que l'accélération du monde, qui est catalysée ou suscitée par les nouvelles technologies, euh, euh, génère une forme de pression psychologique, une forme d'aliénation, une forme de tristesse, mécaniquement, tu vois. Je Hmm. pense plus parce que c'est en désaccord avec notre fonctionnement biologique qui lui a Hmm. évolué un peu à son rythme versus la technologie qui elle a évolué de manière exponentielle en 150 ans, tu vois.
Et je pense que du coup, on n'est pas conçu pour fonctionner aussi rapidement, qu'il y ait autant de stimuli qui nous arrivent à la gueule, machin. Et du coup, voilà, j'ai une théorie un peu fumeuse que ça nous rend un peu tous malheureux. Enfin, Ouais. Mais je pense qu'on va le voir dans le livre de Graeber et je pense que lui, c'est un peu aussi son. Enfin, forcément, en fait, dans le dernier chapitre, il va essayer aussi d'expliquer que, en fait, passer au low-tech, c'est aussi. Il y a moyen de bien le vendre aussi, quoi. Il y a moyen de le vendre de manière à dire ça va sûrement nous rendre aussi plus heureux quelque part, quoi. oui, exactement. Et puis les technologies, c'est hyper intéressant, tu vois. C'est ce qui nous permet de garder nos Mm. dents plus de 30 ans, Oui. Non, mais attends, de pas clamser à 40 ans, tu vois. Donc moi j'adore la technologie, tu vois. attends, mais Mais justement, c'est plus l'excès qui est, tu vois. parce que justement, les low-tech, il appelle ça revenir au temps des visiteurs, mais avec le dentiste. Il appelle ça comme ça dans le bouquin, c'est hyper drôle que tu dises ça. Ouais, tu vois, donc genre, je sais pas, je suis pas du tout. Faut pas en fait, il faut pas fantasmer non plus une société de retour à la nature, etc. Enfin, la nature, c'est d'une cruauté Oui. et d'une truc inouï, tu vois. Mais faut juste dire, il faut avoir une approche plus raisonnée, plus sélective de Mm. qu'est-ce qu'on garde pas, et pas être dans cet excès de juste on laisse le marché choisir, tu vois. Genre le marché, c'est de la merde, tu vois. Et ouais, donc ça c'était bien cool. Et je finis avec la partie un peu rigolo, le caca. Et ça, j'ai trouvé ça hyper drôle dans sa partie sur l'agriculture. En fait, j'avais jamais pensé à ça non plus. Tu vois, il y a des trucs que j'ai jamais pensé. Il t'explique les nutriments présents dans les aliments qu'on prélève à la terre. En gros, à un moment, il va falloir les retourner à la terre. C'est-à-dire que récupérer l'azote, le phosphore, le potassium dans les matières fécales et les urines. Tu vois. Et ça, j'avais pas du tout ça en tête. C'est trop. Et ça, c'est ouf parce qu'en fait, il dit, il n'y a pas 36 solutions, il y en a deux. C'est soit tu récupères le caca et le pipi dans les habitations à la source, soit la deuxième solution, c'est tu récupères les eaux usées. Mais tu sais, c'est la merde parce que les eaux usées, elles sont hyper polluées. Les gens, ils mettent leur desktop dans les toilettes, ils mettent les cosmétiques, les produits d'entretien, les peintures, justement, on disait avec les trucs dégueulasses dedans, les médicaments. Et tu sais, il y a aussi tout ce que la pluie vient lécher sur le sol, qui est en Ouais. gros l'usure des pneus et des routes. Et donc tout ça, en fait, ça vient se mélanger au truc qu'on aimerait bien retourner à la terre. Et on est niqué, quoi. Et ça, c'est ouf, j'avais jamais pensé. Et donc évidemment, je me suis dit, vas-y, on construit des trucs dans les immeubles et tout, mais j'avais oublié l'effet parc. Et et il n'y a pas de conclusion, juste il drop le mic et il dit, je sens que ça vous saoule de parler de caca et j'abandonne, mais juste il drop le mic et il s'en va. Tu vois. Mais mais tu vois, j'avais jamais pensé quoi. C'est un peu. Il dit c'est le principe de Lavoisier. Rien ne se perd, tout se. Rien de secret, tout se transforme. Merci. On- Je l'avais pas. Tu ne l'avais pas. Je l'avais pas. Euh, donc quid des transports. Et là il m'a impressionné parce qu'il fait une remarque que j'ai trouvée hyper intéressante. Et si c'est vrai, ça paraît incroyable. Je pense que tu vas clasher le truc, mais ok. Je suis obligé de faire une tirade de 30 secondes. Désolé, ça va être relou, mais si je la fais pas, on comprendra pas. Il dit, dans les transports, pour la bagnole, si tu comptes les fabricants de voitures, les équipementiers, leur logistique, leurs équipements, robots, machines pour les usines, les productions de matières premières, les concessionnaires, les garages, les casses, les décharges, l'ensemble du système pétrolier, les stations-service, les raffineries, les pipelines, les travaux publics, routes et entretiens, parking, glissières d'autoroute, panneaux, péages, feux de signalisation, peinture au sol, publicité, contrôle policier, régulation, alcotest, hôpitaux, chirurgiens, juges, assurance, administration, carte grise, vignette, ravalement des immeubles noircis, traitement des eaux polluées, changement climatique, forces armées pour sécuriser le pétrole. Philippe Biwix estime que 30 à 40% du système aujourd'hui tourne autour de la voiture. Et le corollaire, c'est que si tu tiens compte de ça et du nombre de chômeurs, ça voudrait dire que si tu supprimes la voiture, il te resterait plus que 2 à 3 jours de travail par semaine. Est-ce que tu imprimes un peu ce qu'il dit là? Ouais, non, J'ai mais... jamais entendu ça de ma vie.
Non, mais après, genre, au-delà du chiffre de 40%, machin, 2 à 3 jours de travail, blablabla. Moi, ce que je retiens, c'est surtout, j'avoue, j'avais pas pris conscience de combien notre mode de vie est orienté autour de la voiture et comment nos villes ont été construites par et pour la voiture. Enfin, c'est des trucs que tout le monde dit, tu vois. Mais j'avoue que j'avais jamais réellement imprimé. Mm. Et c'est vrai que quand tu listes comme ça, tu fais une liste à la Prévert de tout ce que en fait, tout ce qui est nécessaire pour que on puisse se déplacer en voiture. Mm. En fait, tu prends conscience un peu que c'est vrai qu'une partie pas négligeable de nos sociétés modernes sont construites autour de ça et par et pour ça, quoi. Ouais, Euh, parce que là, ok, tu fais ce constat-là, ça je suis d'accord, mais lui, il fait un constat qui va plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie énorme de notre travail, en fait, au quotidien, ouais. qui est consacrée, en fait, à ça, quoi. Et tu peux te dire, mais en fait, si c'est vrai, je me rends pas compte, mais si c'est vrai, est-ce que ça paraît pas un peu absurde, quoi? Mais ça, je me rends pas compte je pense pas que 40%, que 40% des salariés ont un travail qui est lié, de près ou de loin, nécessairement à la voiture, tu vois. Genre, Ouais. tous les gens qui travaillent dans l'alimentaire, dans l'agriculture, c'est pas lié à la voiture, tu vois. Enfin, la voiture leur sert au quotidien, mais Ouais. ils sont pas même dans un secteur éloigné de type, genre, je sais pas, construire les routes ou faire du lobbying, tu vois. Ouais. Enfin, 40%, ça me paraît exagéré, quoi, mais. Mais peut-être qu'il y a aussi, tu sais, le phénomène de ça. Comment dire, ça complexifie tout en fait au niveau de la gestion et je sais pas moi, t'es une grande entreprise, tu vas devoir livrer partout dans le monde. Ouais. Peut-être qu'il y a, enfin tu vois, je sais pas, c'est pas évident hein, si tu prends tout en compte, il y a moyen que ça puisse faire sens quoi. Enfin, en tout cas, mais rien que l'ordre de grandeur, si l'ordre de grandeur est bon, enfin c'est fou en fait. Et, euh, et juste pour bien comprendre, parce que ça c'est aussi hyper intéressant, c'est en fait juste pour pas tomber dans la caricature, parce que en gros, forcément, il faut des camions, il faudra toujours un petit peu de voitures, tout ça. Mais en fait, lui, ce qu'il dit, c'est que imagine juste, tu limites la vitesse à 50 km/h des voitures. Juste tu fais ça. En fait, tu vois ou pas ce qui va se passer? Vas-y, essaie de deviner. Si tu limites la vitesse des voitures à 50 km/h, par exemple. Tu fais des petites voitures, pot de yaourt, elles vont pas vite, quasiment personne n'en utilise. Bah, déjà, t'auras moins de déplacements. Hmm. En voiture. T'auras des déplacements moins longs parce que juste ça te prend plus de temps, quoi. Hmm. Euh, T'auras la distance travail-domicile qui va se rapprocher. Hmm. Parce que tu peux plus être à 2 heures ou être à 1 heure et demie. Enfin, 1 heure et demie une heure de ton boulot, c'est plus la même distance, tu vois. Une heure de temps. T'auras plus, tu gagnes de l'espace public parce que les voitures seront plus petites. Hmm. Qu'est-ce qui se passe d'autre? T'as la quantité d'essence qui est consommée qui est grandement réduite, donc tu libères un peu du pouvoir d'achat. Et tu améliores la balance commerciale de la France parce que tout ce qu'on importe, le pétrole, on l'importe intégralement. Hmm. Voilà. Ouais, c'est pas mal, mais et tu vas, tu sais, tu vas avoir tout qui va se rapprocher un peu mécaniquement, c'est-à-dire que tu sais les villages un peu chelous où en fait t'as rien dedans, parce que Ouais. tu peux prendre la voiture et aller au Cora et t'as tout. Mais en fait tout ça, ça va reprendre vie parce qu'en fait les gens, enfin tout va se relocaliser un petit peu. Et, euh, et en fait il y a un phénomène qui est hyper intéressant que j'avais pas en tête, c'est que bah pareil la vitesse c'est non linéaire en fait, c'est-à-dire que en fait plus tu vas vite plus tu as besoin d'entretenir les routes, Ouais. les signalisations, tout se dégrade beaucoup plus vite. Plus tu as besoin de juges, plus tu as besoin de policiers pour checker les trucs, plus tu as besoin de grosses bagnoles sécurisées, machin, plus tu as besoin de faire gaffe, plus tu as besoin d'hôpitaux pour guérir les mecs qui se sont crachés et tout. Et en fait, tu vois, de réduire la vitesse, en fait, ça fait dégonfler de façon non linéaire, en fait, tout, en fait. Et tu vois, c'est pas binaire, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Tu vois, Ouais. c'est pas juste ouais, on va vivre sans voiture et voilà. Ça marche aussi en fait juste en baissant la vitesse en fait. Et c'est super intéressant je trouve. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant et aussi ce que je trouve intéressant, c'est que c'est une mesure simple et du coup, c'est assez intéressant de faire un avant-après, tu vois. Ouais. Et je trouve qu'il y a pas beaucoup, c'est pas le cas de toutes les mesures de transition écologique, etc. Bah, notamment quand t'as l'effet parc ou PAC, j'ai oublié comment tu l'appelles. Ouais, par quoi. Où tu sais, tu dois changer tout un tissu industriel ou Ouais. machin, c'est une galère. Là, genre juste du jour au lendemain, et
et c'est intéressant, je trouve, même du point de vue de l'analyse, quoi. Ouais, moi je m'imagine, tu sais, comme dans le jeu César ou SimCity, où en gros tu construis ta ville. Tu sais, un curseur vitesse max Ouais. des voitures, et juste tu mets à 70 degrés, à 70, pourquoi je dis degrés, à 70 km/h, et tu vois des petits boulangers repopper dans les villages, tu vois. Tu vois, t'as ta carte de France, t'es Dieu tout-puissant, tu vois au-dessus, et tu vois les boulangers repopper dans les villages, hop, tu baisses encore de 10 km/h, tu vois peut-être d'autres trucs, des épiceries se réouvrir, ou des trucs comme ça. Ça, j'avais jamais pensé, c'est hyper intéressant, je trouve. Ouais. Et, et, euh, et juste pour continuer à Mais lâcher tu vois, genre, ouais, c'est là où on voit aussi, c'est aussi la réduction des vitesses maximales, c'est une des mesures qui rencontre le plus d'opposition dans la population française, quoi. ouais, Et genre, c'est là que tu vois, ce qu'on dit, c'est que ce serait un truc vachement efficace, hyper simple à mettre en place, mais c'est un truc où, genre, beaucoup de gens, il y a une forte résistance, quoi. Je sais pas, il y ouais, avait le débat sur limiter à 90 ou je ne sais ouais, ouais, combien. ouais. Mais c'est le truc, c'est que je me mets à leur place, c'est-à-dire que c'est sûr que AT égale 0, en fait, bah ta boulangerie, elle est pas à côté de chez toi, en fait, tu vois. Enfin, en gros, le jour où ça passe à 80 ou à 70, en fait, bah les trucs qui sont loin, ils sont toujours loin, en fait, le jour où ça passe. Et donc c'est relou, en fait, mais c'est un peu, faut se dire ça va aller mieux, mais voilà, c'est sûr que c'est pas très tangible, quoi. Ouais. Donc je comprends. Donc ça, sur le transport, je sais pas, j'ai trouvé ces points-là hyper cool. Il y a une phrase que j'ai retenue sur le bâtiment et urbanisme, c'est il fait un constat, il dit 10% des logements occupés, 30 nuits par an en moyenne, ou moins, en France. Ok. C'est quand même un peu... c'est flippant, non? 10% des logements occupés 30 nuits par an en moyenne, ou moins. Voilà. Donc, bon, Donc c'est quoi, 10% des logements sont occupés 30 nuits et par donc an, c'est-à-dire ou que moins. 90% des logements sont occupés moins de 30 nuits par an? Ah non, non, ce que j'ai compris, non, pardon, excuse-moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était 10% des logements qui étaient occupés 30 nuits au moins par an en moyenne. Non, quand même pas. T'imagines? Non, c'est 10% qui sont en gros pas occupés, quoi. Oui, d'accord, je comprends. Mm. Donc voilà, c'était la petite phrase qui Mais m'avait après, attiré après, l'œil. j'ai appris récemment l'existence de la taxe sur les logements vacants. Ah, c'est Euh, quoi? Je savais pas. et C'est je quoi trouve ça? ça intéressant. Et en fait, c'est une taxe qui existe. Je ne crois pas qu'elle soit nationale. Je crois que c'est par région ou par ville. C'est donc au niveau local que ça se décide. Mhm. Mais en gros, tu peux dire, si ton logement, si tu détiens un logement qui est occupé moins de X jours par an, bah Mhm. tu te fais taxer. Ah ouais? Et en fait, je sais pour la petite histoire parce que j'ai un pote qui loue, qui a une maison à Paris, qui Ouais, loue à un autre pote. ouais. Mais du coup, tu sais, ils ont pas fait de contrat de bail, tu vois, genre ils ont Ah fait ça oui, d'accord. entre eux. Et du coup, ils ont pas signalé à l'État et du coup, mon pote, le bailleur, Ouais. a reçu un avis de taxe. Et après, du coup, il a dû prouver que. Tu vois, et du coup, j'étais là, Ah, putain. Et du coup, bon, bref, mon pote avait trop le seum, mais j'ai trouvé que l'existence de cette taxe, c'était intéressant, tu vois. Ok, non, je savais pas. Ok, bah, c'est. Ok. Ouais, tu vois, je suis en train de vérifier sur Google, ouais. Soit 8,3% du parc immobilier total. Bon, mais ici, c'est marqué vacances sur Google, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais, d'accord, ok. Bon, Mais voilà. tu vois, enfin, typiquement, c'est normal que ce soit à l'échelon local parce que tu vois que si t'es dans un village paumé, désert, Ouais. en gros, tu peux ne pas trouver de locataire et c'est pas de ta faute, tu vois. Genre, tu vois ce que je veux dire. Genre juste, t'as une maison dans un hameau, tu vas pas te forcer tu vas pas payer une taxe, tu vois. Donc il faut que ce soit dans une zone tendue, blablabla. Tac. Marrant. Euh, Il y a la petite partie sur les produits de consommation. Mais tu vois, Ouais, par exemple, moi, ce chiffre-là de 10%, ça me choque pas, quoi. Je trouve 10%, c'est pas énorme. ouais. Et encore une fois, je pense que tu as plein de logements qui sont dans des zones qui sont plus attractives aujourd'hui, quoi. Ouais, il y a ce que tu dis aussi. Mais en fait, je sais pas si je le formule bien, mais c'est peut-être une idée à la con que j'ai, mais tu sais, je trouve ça toujours bizarre. J'ai toujours trouvé ça bizarre, le fait de. Euh, tu sais, quand t'es pas endetté, quand t'es un jeune trentenaire pas endetté, tu sais, il est toujours
recommandé d'acheter un appart, d'acheter de l'immobilier et tout. C'est un bon investissement, tu vas le louer et tout. J'ai toujours trouvé ça bizarre que ça soit un bon moyen de se faire de la thune que d'acheter un appart pour pas vivre dedans. Enfin, tu vois, En fait, j'ai toujours trouvé ça bizarre que le système soit fait de façon à ce que ça soit un truc bien à faire. C'est bizarre. En fait, j'ai pas trop étudié la question, mais que ce soit pour vivre dedans ou pas vivre dedans, en fait, la raison pour laquelle on te dit il faut que tu achètes un appart, donc j'ai la même chose, j'ai réfléchi 2 secondes et j'ai découvert ça récemment, tu vois. C'est en fait principalement parce que tu peux faire du levier. En fait, à titre individuel, en tant qu'individu, pas en tant qu'entreprise, le seul moyen de te créer du patrimoine quand tu n'as pas d'héritage et quand tu as un salaire normal, si tu veux te créer un patrimoine conséquent, le seul moyen de le faire, c'est via un emprunt immobilier. Parce que l'emprunt immobilier, c'est le seul type d'emprunt pour lequel la banque t'autorise à emprunter 40 fois ce que tu gagnes, tu vois. Ou 50 fois ce que tu gagnes sur 20 ans, tu vois. Donc, en gros, si tu veux te faire un patrimoine, le seul moyen aujourd'hui légalement autorisé et accessible pour une majorité de gens, c'est l'emprunt immobilier parce que la banque t'autorise à t'endetter sur 20-25 ans. Et du coup, en fait, c'est comme une tirelire, quoi. On te dit, c'est recommandé de le faire parce que du coup, tu prends l'argent à la banque et 15 ans plus tard, tu détiens un bien qui a la valeur que tu as pris à la banque, tu vois. Et du coup, en gros, bref, tout ça pour dire que c'est un des seuls moyens accessibles à une majorité de gens pour se créer du patrimoine. L'endettement par l'immobilier. Ouais, mais tu vois, tu dis c'est comme une tirelire, mais qu'est-ce qui empêcherait du coup de prendre une tirelire et juste de mettre de la thune dans une tirelire, tu décrètes, tous les mois, je mets 250 balles dans la tirelire, je dis n'importe quoi. Et à la fin, quand je suis plus âgé, j'ai du patrimoine, j'ai tout ce que j'ai mis dans la tirelire. Le truc, c'est que tu te fais grignoter par l'inflation. Oui. Oui, non, mais c'est ça mon point, justement. C'est ça mon point. Justement, alors, c'est peut-être con, hein, mais du coup, il y a un truc, je trouve ça bizarre. Du coup, oui, d'accord, mais tu vois, genre, dans un cas, si tu mets dans une tirelire, tu perds de l'argent tous les ans par l'inflation, et genre 1 ou 2% tous les ans, au bout de 20 ans, c'est beaucoup. Donc ça devient machin. Et dans l'autre cas, tu gagnes de l'argent tous les ans parce que tu fais un peu de rendement. Non, mais j'ai bien compris le mécanisme, mais c'est ça que je trouve bizarre, justement. C'est ça qui me... Ok, mais enfin, tu vois. Et est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'il y a des logements inoccupés? Je sais pas, mais c'est vrai qu'en fait, maintenant que tu le dis, 10%, ça me choque peut-être pas tant que ça, en fait, finalement. Bon, je sais pas. 10%, j'ai envie de dire... faudrait comparer à d'autres pays, peut-être, voir ce que ça donne. J'en sais rien. D'accord. Pour tout ce qui est produits de consommation, il en parle un petit peu et il te dit au lieu d'avoir la machine à café en plastique avec les capsules recyclables mais qui sont pas recyclées, tu as la cafetière italienne ou le filtre en inox. Et en fait, ça c'est un truc qui m'a frappé récemment, c'est de constater que tu sais, le café pour moi c'est un peu une pause. Tu sais, c'est juste t'es en train de taffer et tu te dis vas-y, je vais me faire un café, c'est une petite pause. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, où j'ai eu cette illumination, c'est vrai que j'ai un petit kiff, tu vois, à prendre le temps de faire mon café, en plus de le boire. Et de plus en plus, je me dis, mais en fait, la machine à café, ça me paraît être un peu une aberration, quoi. En fait, un truc en trop, quoi. Tu vois un peu le... Ouais, je vois un truc, mais moi j'analyserais le truc plus d'un point de vue systémique, dans le sens où, en fait, considère que la machine à café, c'est juste une des technologies qui te fait gagner du temps. Okay. Après, est-ce qu'elle te fait gagner beaucoup ou peu de temps? Au-delà de combien elle te fait gagner du temps, juste voilà, ça rentre dans la catégorie des trucs qu'on a créés pour te faire gagner du temps. Et il y en a plein, tu vois, il y a plein de conneries comme ça. Et en gros, la question, c'est pourquoi on a besoin de gagner du temps? Et là, par exemple, dans ton cas, c'est au boulot. Et tu vois, je pense, on rejoint notre histoire de comparaison et de compétition, tu vois. Genre, aujourd'hui, la plupart des boulots, tu sais, t'es dans une compétition mondiale ou nationale, et donc ton boulot, il est calibré par rapport au temps que ton employeur considère, ta charge de travail, la quantité de boulot que tu dois faire, elle est calibrée par rapport à ce que ton employeur considère être ta productivité, tu vois. Il se dit, voilà, un salarié, même moi, tu as déjà embauché des gens, même moi, quand j'embauche des gens,
j'estime un peu une personne en une journée, combien elle va pouvoir travailler, tu vois. Et en fait, cette estimation, elle est basée sur un peu une moyenne, tu vois, sur toi-même déjà. Tu vois combien tu peux travailler en une journée et sur les autres. Et en fait, en gros, globalement, on te fait gagner du temps pour que tu travailles plus et pour accroître ta productivité et pour pouvoir accroître ta charge de travail dans une journée donnée. Mm. Et donc, vu qu'on a dit tu dois travailler 5 jours par semaine, 35 heures, on essaye de te faire travailler de plus en plus dans ces 35 heures, donc que tu sois plus productif, soit via des outils qui te permettent de faire les choses plus rapidement, soit via des raccourcis type la machine à café, tu vois. Et donc pour moi, genre la machine à café, t'as l'aspect confort, waouh, trop bien, j'appuie un bouton et je l'ai en 2 secondes. mais c'est principalement un truc de genre je te fais gagner du temps, comme ça tu travailles plus, quoi. Mm. Tu vois. Et ça rejoint le truc de les plats préparés, je sais pas moi, genre toutes les petits raccourcis qu'on prend au quotidien. Mm. En fait, pourquoi on a besoin de prendre ces raccourcis? Pourquoi tous pendant le confinement on s'est mis à cuisiner? Tu vois. Parce qu'en fait, on aime bien tous cuisiner, mais c'est plus que dans la vie quotidienne, on n'a pas le temps et on prend des raccourcis de merde, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bref, donc pour moi, au-delà du ratio genre utilité, impact écologique de la machine à café, il y a plus un peu ce système aussi global qui est de dire on a réduit le temps disponible aux gens pour qu'ils travaillent plus, quoi. Mm. Tout ce que tu dis, c'est vrai. Mais par contre, moi, ce qui m'a frappé, et je parle pour moi, c'est que j'avais même pas pensé à m'en passer. Tu vois ou pas? Ouais. C'est ça le truc. C'est qu'à aucun moment, je me suis dit, ça peut être une option sympa, juste de le faire moi-même, quoi. Et tu vois? Et tu vois, c'est-à-dire que tu sais, je buvais pas de café, et puis je me suis dit, vas-y, je vais en faire avec un filtre à la con en inox, machin, et puis j'ai bien aimé ça, j'ai pris goût au truc. Et en fait, le next step logique pour moi, c'était de m'acheter une machine à café. C'est-à-dire, ok, bah si tu kiffes, finis par t'acheter un truc. Et en fait, là, j'ai bouclé la boucle, et en fait, limite, j'ai eu une sorte de révélation où je me suis dit, bah non, en fait, juste, je kiffe le faire, tu vois, c'est ma pause. Je me lève à un moment, je sais pas, à 15h de l'après-midi, quand j'ai envie de faire une pause au taf, et juste, je vais le faire, et puis ça me prend 15 minutes de le faire et de le boire, plutôt que juste d'y aller, d'appuyer sur un bouton et de le boire en 30 secondes. Et tu vois, et ce qui m'a frappé, c'est que je m'étais même pas posé la question, quoi. Et donc, ouais, il y a tout ce que tu dis. Et il y a aussi le fait que il y a certains trucs, c'est devenu un réflexe, quoi. Le café après 13 heures, c'est pas recommandé, Alex. Fais attention. Ouais, c'est du dégaffe que je prends. Ouais. Très- Est-ce que je t'ai niqué, ou est-ce que c'est vraiment du dégaffe? Ah, le bâtard, tu m'as niqué. Et voilà. Et, et donc, ouais, et ça aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a d'autres réflexes qu'on a, tu sais, qui sont sur les objets qui sont inusables. Et donc, il essaie de se demander, mais en fait, il y a combien de putains de bateaux pirates Playmobil en France dans les greniers des gens, tu vois. Et il se dit, mais en fait, juste, tu peux en filer 4 à chaque enfant, c'est sûr, tu vois. Et en gros, c'est trop triste parce que, tu vois, on stocke les objets dans les caves. Les bateaux Playmobil, on les stocke dans la cave. Les livres, tu sais, Les Misérables, Les Petits Princes et tout, ils s'en vendent des milliers par an. Il dit, bah juste, on le stocke dans la cave. Et quand le mec il meurt, tu mets tout à la décharge, quoi. Ouais. Et c'est trop triste, quoi. Enfin, en gros, Oui, il y c'est a vrai. plein de consommables, juste c'est inusable, et juste on fait que en produire tout le temps, quoi. C'est vrai, tu sais, moi bref, on s'en fout, mais mon père est libraire de livres anciens. Ouais. Et du coup, il a pas mal travaillé avec des gens qui faisaient les puces, etc. Et en fait, il avait pas mal de sous-traitants, enfin, donc en gros, de gens qui venaient lui apporter des bouquins parfois qui lui disaient, est-ce que ce bouquin-là, ça t'intéresse? Et en fait, c'est des gens qui font enfin, c'est un peu mal dit, tu vois, mais de le dire comme ça, mais en gros, qui font les décès. C'est-à-dire, genre, ta grand-mère qui malheureusement est décédée, elle Mm. a une bibliothèque dans sa maison de campagne, bah t'appelles Ouais. Jean-Pierre et tu lui dis, bah voilà, cette bibliothèque, faut m'en débarrasser. Mm. Et lui, il te l'achète au mètre carré, en fait, il te l'achète au mètre cube de bouquin. Donc il te dit, bah voilà, Ah ouais, je là. connaissais pas. Ok. Et donc en fait, ça existe, quoi. Il y a une sorte de filière De genre, Jean-Pierre. de Jean-Pierre qui, genre, débarrasse les bouquins ou débarrasse la maison de grand-mère, tu vois, plutôt Ok. que de tout jeter, quoi. Et donc toi, tu prends ce qui t'intéresse, et après, lui, le mec, il te dit, bah voilà, je t'achète toute ta bibliothèque à tel montant.
Et du coup, ça rejoint ce que tu dis, en fait. C'est que genre, à la fin, tout disparaît, quoi. Tout doit disparaître, tu vois. Parce qu'à la fin, toi, tu reprends ta maison, tu vas pas te taper les trucs de grand-mère, machin, tu vois. Ouais. Et... Ouais, mais... Ou même la maison, elle doit être vendue parce que, de toute façon, vous êtes plus dans cette ville-là, donc faut la vider, tu vois. Bref. Ouais. Et oui, donc, voilà, du coup, ça m'évoque ça. Mais il y a aussi je suis d'accord avec toi, le fait de, en fait, le problème plus global, c'est qu'on ne valorise pas assez. Enfin, pour moi, c'est les trucs des histoires de externalités négatives, externalités positives, quoi. Genre, vu que le, le coût écologique ou les émissions de CO2 ne sont pas assez pricées dans notre quotidien, vu que c'est gratuit, en fait, de gaspiller et que c'est gratuit de jeter. Et en gros, c'est gratuit de gaspiller, c'est gratuit de jeter, et le temps, c'est cher. Et donc, en fait, cet effet ciseau de c'est gratos de gaspiller et de jeter et le temps est cher. Du coup, ça fait que on revalorise pas, on recycle pas. Et c'est pour ça que toutes les boîtes, énormément de boîtes qui souhaitent se lancer sur ce domaine-là, elles se cassent les dents, elles trouvent pas de modèle de rentabilité parce que le temps humain est cher et le gaspillage et la pollution, c'est gratos. Ouais, et même là, j'irais plus loin, c'est que même dans le cas des jouets et même peut-être des livres, en fait, souvent c'est mal vu en fait d'offrir un truc qui est pas tout neuf, quoi. Et c'est peut-être des mentalités aussi à changer, je sais pas, parce que c'est vrai que oui. Tu vois, oui. Bah, je pense qu'il y a un peu de mentalité, mais je pense que le plus gros frein, c'est pas ça. Je pense que le plus gros frein, c'est vraiment le truc. Et après, c'est un avis, quoi. Mais c'est vraiment le truc économique, mais qui peut se résoudre en vrai. Alors, juste, Oui. Mais non, mais ça, il y a ce que tu dis et il y a aussi il y a ce que tu dis complètement et il y a aussi son point que en fait lui il essaie aussi de mettre le doigt aussi sur partout où en fait on dépense de l'énergie à s'agiter alors que finalement les objets ils sont là ils sont dans un grenier c'est bon, c'est pas la peine de s'exciter, quoi, tu vois. Oui, mais tu vois, faut aller les choper, faut les recenser, faut les mettre sur Internet pour que quelqu'un puisse les trouver, faut une marketplace, en fait, c'est le temps humain la galère, tu vois. Genre, combien de fois, même que nos auditeurs, genre, même les auditeurs, tu vois, tu te poses, tu réfléchis, combien de fois t'as eu la flemme de réparer, t'as eu la flemme de donner un truc, t'as eu la flemme d'aller emprunter un truc juste parce que c'était galère, en fait. Et du coup, t'es là, en fait, la perceuse, je la commande sur Amazon, elle arrive demain, tu vois. Alors va chercher sur monvoisin.org Gérard qui propose sa perceuse machin. Bon, après tu peux toquer chez le voisin aussi, tu vois. Mais en gros, genre c'est compliqué de valoriser et réparer. C'est relou, quoi. Faut recenser le truc, faut le taguer, faut le rendre disponible au monde, faut que l'offre et la demande se retrouvent. Tu vois, c'est chiant, quoi. Enfin, c'est chiant. C'est du temps humain, quoi. C'est ça. Et c'est vrai que là, lui, ce qu'il explique, c'est vrai que c'est un autre monde, quoi. C'est un monde avec beaucoup plus de réparateurs dans les rues, beaucoup plus d'artisanat. Peut-être que, j'en sais rien, peut-être que les perceuses et les trucs comme ça, en fait, il y en a une pour tout l'immeuble, tu vois, dans un petit cagibi en bas. Enfin, tu vois, c'est chiant aussi aujourd'hui parce que finalement, on s'est pas organisé pour, quoi. Donc ça continuera à être chiant demain si on s'organisait pour, mais ça serait probablement moins chiant quand même. Ouais, et puis c'est des emplois non délocalisables, tu vois. Donc ça, c'était pour les bibelots. Ouais, on peut parler 2 minutes de l'informatique et de la communication. Donc on va pas faire un ordinateur en bois, mais ouais, en fait, lui, ce qu'il explique dans son chapitre sur l'informatique, c'est qu'en gros, c'est tellement la gabegie, il aime bien le mot gabegie. Il dit c'est tellement la fête du slip, quoi, avec tu sais 15 écrans par personne, des smartphones avec 15 détecteurs dedans, les vidéos sur YouTube, elles restent pendant des années et des années, avec tous les commentaires et tout. Enfin, tu vois, moi, ça me choquerait pas que YouTube te fasse payer quelques euros si t'as envie de garder tes vidéos, tu vois. Enfin, il y a des mecs, les vidéos, je sais pas c'est quoi le pourcentage de vidéos sur YouTube où genre les mecs s'en foutraient complètement qu'on leur supprime, tu vois. C'est juste au bout d'un moment, ça a aucun sens. Et donc lui, ce qu'il dénonce, c'est vraiment, en fait, c'est tellement facile de faire mieux parce que c'est n'importe quoi. Et juste, il y a un petit fun fact, c'est l'intégralité du site Wikipédia, ça tient sur 9 gigaoctets quand même. Donc deux films au format DVD pour les boomers. Et ça, je savais pas, je trouve ça un truc de fou. tout Wikipédia, c'est 9 gigaoctets. C'est marrant, il y a des images et tout. Ouais, tu peux le télécharger, quoi. Ouais. Non, mais c'est... Bon, ça, je savais pas. Ça m'a mis un coup, c'est rigolo, quoi. Et c'est marrant, tu sais, du coup, il y a
Bon, je sais pas si Philippe cautionne, tu vois. Mais il y a des petits malins qui se sont amusés à, tu peux acheter Wikipédia imprimé, tu vois. Genre, tu peux, en mode encyclopédie universalis à l'ancienne, mais Wikipédia, quoi. Ouais, en noir et Et, blanc. Si t'imprimes en noir et blanc, Philippe, il est chaud. euh, il cautionne. Si t'imprimes en sépia. Exactement. Et donc, vas-y, ouais, ils ont imprimé. Tu peux acheter Wikipédia imprimé. Ouais. Bah attends, mais ça prend pas toute la pièce, non? Non, mais après, tu peux choisir quelle section t'achètes, Ah oui, etc. d'accord, mais sans déconner. Ok, d'accord. Alors, tu m'as fait flipper. Je me suis dit, ouais, bah, t'as un garage à perdre. Enfin, même, je sais même pas. T'as 4 garages à perdre. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu la vie au jour le jour chez Elotech. Et puis notre acte 4, la transition est-elle possible? Alors, dans la transition est-elle possible, il te donne plein d'alternatives à la transition, mais il y en a une qui est bien marrante, que je vais citer, c'est le survivalisme. Tu sais, des fois, on se dit, viens, on va faire ça, tu vas acheter plein de conserves, et puis tu vas t'acheter plein de Kalachnikov, et puis tu vas t'enfermer dans, je sais pas, tu vas acheter un truc pour filtrer l'eau et tout. Et donc, tu vas aller t'enfermer, je sais pas si t'as déjà eu envie de faire ça, genre. Non, ça va. Moi, j'y ai réfléchi, j'ai fait, tiens, qu'est-ce qui se passerait si tu faisais ça, en fait? Juste, tu sais, j'y ai réfléchi 2 secondes. Et ouais, il dit, bah voilà, forcément, à un moment, il te restera plus assez de balles pour repousser les hordes de mecs affamés qui voudront te piquer ton filtre à eau ou ton potager bio. Il dit, il y a toujours une dernière balle, Philippe Bioui. Et fun fact que je savais pas, c'est que même l'eau de pluie, aujourd'hui, elle est plus potable parce qu'elle se charge en polluant, en fait, en traversant l'atmosphère. Ça, tu savais ou pas? Ça, c'est un truc de ouf, je savais pas. Non, je savais pas. Tu peux pas juste mettre un seau et récupérer l'eau de pluie, quoi. Ouais. Putain, mais en gros, tu tiens pas 3 jours, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Là, après, Ouais. si t'es survivaliste, tu vois, faut se foutre dans un endroit bien isolé, tu vois. Faut se cacher, quoi. Ouais, il dit, limite, faut prendre un château fort. Mais bon. Et en plus, il dit, bah, ça sera probablement pas un effondrement soudain, mais une sorte de longue submersion juste à l'échelle d'une vie humaine. En fait, il dit, en fait, dans les sociétés occidentales, t'en as tellement sous le pied avant de plus avoir de nourriture et d'eau. Ouais. Que juste toutes tes boîtes de conserve, tu vas juste les manger C'est la déchéance, quoi. et ta Kalachnikov, elle va périmer. Et voilà. Donc ça sert à rien. Mais j'avais envie de le citer, le survivaliste, je trouvais ça rigolo. Mais t'as jamais eu envie de faire ça, ça me fait ça. Ok, ça me fait rire. Et donc, bah là, pour finir un petit peu son bouquin, donc c'est quoi les contre-arguments qui seront avancés contre la transition et auxquels il faut savoir répondre? Et tu vois, il dit en général, c'est les contre-arguments qui seront avancés par les oligarques qui veulent garder leur statut, leur yacht de 45 mètres, tout ça, c'est eux qui vont avoir tendance à avancer ces arguments, à lutter contre ça. Ça n'a rien à voir, mais il y a un fun fact, tu sais combien ça consomme de carburant un yacht de 45 mètres à l'heure? Non. Vas-y, dis. 1000 litres. Oh putain, pas mal. T'as fait quoi? Non, ok, ouais, c'est ça, c'est 1000 à 1500 litres. Mais Ah, le bâtard. Mais t'as fait comment? Ça me paraît absurde, moi, c'est pas possible. Je suis trop fort. Non, mais ça te paraît Je sais pas absurde comme nom? Si, j'ai sorti un truc absurde, quoi. Ah, ok. Ouais. Ok, non, mais je sais pas, il a mis ça dans le bouquin, j'étais choqué. Mais même rien que l'existence de ces trucs-là, c'est absurde, mec. Mais tu sais, même tu sais, les coûts d'entretien de ces bails, genre, c'est abusé, tu vois. Ouais, Genre, le coût d'entretien d'un yacht, c'est le PIB du Congo, tu vois. C'est genre. Ouais, mais on va en parler, ça, des inégalités, justement, dans cette partie-là, ça va être rigolo. Donc, le premier argument des oligarques, de tous les experts de plateau, il dit, tu sais, ils vont te dire, il faut qu'on garde les sacs plastiques, c'est une filière d'excellence pour la Haute-Loire, c'est important, tu vois. Donc, ça, c'est l'argument des experts de plateau. Et lui, il fait un truc marrant, il fait une expérience de pensée. Donc, suis-moi sur l'expérience de pensée. Il dit, imagine, demain, on décide de fermer une usine de canettes en aluminium française. Donc, il précise que l'exemple marche aussi avec tout autre produit nuisible. Donc, tu pourrais prendre des pesticides, des emballages, un service marketing. Voilà. Donc, la fermeture de l'usine de canettes ne va rien changer au niveau de la société. Il y aura toujours autant de bouffe, de routes, d'hôpitaux. Et juste, tu devras boire ton soda dans ta bouteille en verre consigné. Mais les travailleurs de l'usine, eux, ils seront au chômage. Et donc, à ton avis, qu'est-ce qu'ils proposent? Bah, ils proposent de la formation et de l'aide au chômage. Non. Il dit, bah, tu prends la moitié des travailleurs
tu leur fais creuser des trous devant l'usine, et tu prends l'autre moitié et tu leur fais reboucher les trous. Et voilà, il s'est rien passé, t'as résolu le problème de la fermeture de l'usine. Est-ce que tu vois où est-ce qu'il veut en venir? Je t'avoue que j'ai pas tout suivi là. C'est-à-dire, en fait, juste si tu fermes l'usine de canettes d'aluminium, le seul problème au niveau société, c'est que t'as des mecs qui se retrouvent au chôme du. Oui, du coup, en fait, il leur fait faire une tâche absurde. Voilà. D'accord. Et c'est ça son raisonnement. Et donc, qu'est-ce qu'il dénonce ici, Philippe Bioui? Non, mais en fait, juste ce qu'il explique, c'est qu'en fait, si tu fermes un truc nauséabond qui n'a pas d'utilité, en fait, concrètement, ça ne crée pas de problème. Et donc là, au lieu de reboucher des trous, tu peux leur faire un truc utile aux mecs, mais t'es pas obligé. Ils peuvent juste creuser des trous. Ou alors ils peuvent juste ne rien faire. Mais tu peux les payer à ne rien faire. Mais en fait, ce qu'il veut démontrer, c'est que au niveau de la société, en fait, il n'y a aucun problème, concrètement, à arrêter les activités nauséabondes, en fait. Le problème, c'est pas la disparition de l'activité, mais c'est plus la casse humaine que ça génère, quoi. Dans quel sens? Dans le sens, ils se trouvent au chômage. Enfin, faut les payer après, ces gens-là, tu vois. Oui, là, ils creusent des trous. Ouais. Oui, mais du coup, il faut l'argent pour les payer pour qu'ils creusent des trous. Oui, là, ils raisonnent en système macro, en système... tu vois, tu prends le système France fermé, et tu raisonnes avec les ressources du système fermé. Non, mais je vois ce qu'il veut dire, mais enfin, moi, je suis d'accord, tu vois, mais genre, le truc du chantage à l'emploi, c'est aussi lié à les ressources dont la puissance publique dispose, tu vois. Donc en gros, c'est le chantage à l'emploi, c'est dire oui, tu vas fermer telle filière d'excellence française, tu vas mettre 100 000 personnes sur le carreau. Ces 100 000 personnes-là, ça va ils vont se retrouver il y a des gens qui vont se retrouver au chômage durable. En gros, mon point, c'est que son histoire de tu les payes à faire des trous, ça n'adresse pas le problème de comment tu finances ça, quoi. Non, mais justement, c'est-à-dire que là, hier, il faisait un truc qui servait à rien. Il faisait des canettes en aluminium. Pour lui, ça sert à rien. Voilà, les gens, ils boivent leur truc dans des bouteilles en verre en consigne. Demain, ils arrêtent de le faire. Au niveau de la société, ça n'a rien changé. Les mecs, ils vont juste arrêter d'utiliser des canettes en aluminium. L'argent que tu utilisais pour les payer, pour faire des canettes d'aluminium, juste, tu l'utilises pour creuser des trous. Enfin, tu vois le raisonnement. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Mais cet argent, avant, il était privé, et maintenant, c'est de l'argent public. Mais oui, d'accord. Voilà. En fait, la question, c'est comment t'organises pour que ça se fasse. Ok, voilà. Mais si tu veux, c'est que fondamentalement, il y a pas de problème. Par contre, effectivement, il y a un trou dans le raisonnement, c'est si t'exportes tes canettes. Dans ces cas-là, il explique, si tu vendais tes canettes pour acheter des cacahuètes ou des Twix, là, effectivement, tu mangeras moins de Twix, mais c'est un peu l'idée, quoi. Il y a déjà, si t'exportes tes canettes, et aussi, tu sais, le marché, il est pas fluide, c'est-à-dire que si l'entreprise, elle ferme, en fait, qui va payer ces gens-là? Enfin, tu vois ce que... Oui, c'était ce que tu disais. Non, mais là, oui, il essaie de démontrer que dans le système macro, en fait, il y a pas de. Enfin, en soi, c'est juste une question d'organisation, en fait. Mais c'est ce que tu dis. Ouais. Mais de fiscalité, parce qu'en gros, l'entreprise, elle ferme. Du coup, disons, c'est l'État qui doit payer le truc, mais du coup, en gros, l'État ça greffe ça double. Il y a une double greffe des finances publiques. Une greffe, c'est que du coup, t'as des allocations chômage que tu dois payer d'un côté, et d'autre, t'as moins de rentrée d'argent parce que t'as une entreprise en moins qui a disparu. Dans le cas où elle exporte. Même si elle exporte pas. Tu sais que t'es une entreprise, t'es un boulanger, tu vends juste aux gens du voisinage, tu payes des taxes à l'État, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tous les Jean-Michel et les Jean-Marc qui s'achetaient des canettes et qui du coup payaient indirectement cette entreprise-là en achetant des canettes. Ah oui, maintenant ils vont acheter. Maintenant, juste ils sont prélevés, ils sont prélevés en impôts. Enfin, tu vois, genre l'argent. Oui, c'est ça. Exactement. Mais du coup, il faut mettre en place toute cette fiscalité. Voilà. Et peut-être que du coup, le 1 euro qu'ils utilisaient pour la canette, ils le payent en impôts. Voilà. Mais donc effectivement, il y a une logique low-tech, c'est-à-dire que effectivement le service rendu est moindre parce qu'ils n'ont plus leur canette. Ok. Mais tu vois, vu que lui il part du principe que ça sert à rien. Ça boucle la boucle. Enfin, en gros, voilà, je pense qu'on a compris son idée. Philippe. Et sinon, il y a une autre idée, et ça, je trouve ça assez rigolo. C'est, il dit, tu sais, souvent on dit les riches, par leur consommation élevée, créent des emplois. On a déjà entendu cette phrase-là. Oui, mais ça franchement, faut arrêter là. À chaque podcast. Non, mais pas à chaque podcast, mais juste genre, qui est encore suffisamment con pour croire au ruissellement, quoi, genre. Non, je pense pas que ce soit une histoire de ruissellement ici. Ah. Non, je pense que c'est juste
bah tu sais, juste les riches ils consomment et donc du coup bah les Oui, mais jardiniers, les machins, ils ont du taf, tu vois. oui, mais ça dépend combien t'es riche, tu vois. Parce qu'en fait, à partir d'un certain niveau de richesse, l'essentiel de ta richesse, elle part dans des investissements Oui, mobiliers et ouais, ouais, immobiliers. ouais. Donc en gros, t'achètes des actions ou des instruments financiers Hmm. ou t'achètes des maisons, tu vois. Hmm. Et ça crée pas beaucoup d'emplois, tu vois. Non, mais là, c'est une expérience de pensée. Mais si tu veux, là, imagine ça crée des emplois. Imagine le riche, il dépense tout son argent en Ouais. mec qui vient lui faire les ongles, nettoyer son jardin, je sais pas quoi. Voilà, imagine, il fait pas des trucs obscurs. Un mec par ongle. Voilà, il y a un mec par ongle et tout, il se met trop bien. Les mecs, ils sont trop contents, ils font les ongles. Il y a le spécialiste de l'index et tout, il ne fait appel qu'à lui. Il ne fait appel qu'à lui quand. Ouais. Donc voilà, c'est une expérience de pensée. Et donc tu pourrais te dire, bah c'est vrai que bah, leur consommation, du coup, ils créent de l'emploi, c'est vrai que c'est cool. Et lui, il pose un peu la question inverse, qui est intéressante. Je m'étais jamais posé cette question. C'est si les riches ne consommaient pas de façon aussi élevée, combien de temps de travail économiserait-on? Ça, c'est intéressant de retourner le truc. En fait, je m'étais jamais posé cette question comme ça. Et lui, il fait un truc. Alors, j'ai pas compris. Je te le dis tout de suite. Il estime à 25 jours par an de travail par personne le temps de travail qu'on doit fournir pour la consommation des riches. Tu vois le délire. Et je vais te dire comment il l'estime et tu vas me dire si tu comprends. Donc en gros, s'ils consommaient pas autant, les riches, en gros, on aurait 25 jours de congés supplémentaires. Et donc comment il fait ce calcul? Il dit, en fait, c'est parce que le taux de rémunération du capital aujourd'hui est de 10 à 15%. Voilà, donc ça, j'ai pas compris, je te dis tout de suite. Ah, c'est juste ça la réponse. C'est juste ça la réponse de Philippe. Donc là, il m'a niqué. Mais déjà, tu sais ce que ça veut dire que le taux de rémunération du capital est de 10 à 15%? Même ça, juste cette phrase-là. Tu comprends? Non, bah après pour moi c'est, enfin ce que je comprends, mais je pense que c'est faux. C'est en gros si t'as 1 million d'euros, Ouais. et tu peux prétendre à un rendement de 10 à 15%, mais aujourd'hui c'est pas vrai, donc j'imagine que c'est pas ça qu'il dit. Mais bref. Ah oui, mais c'est exactement ça que je me disais. On est d'accord que c'est pas vrai. Enfin, Bah moi ce que je comprends c'est ça, mais c'est peut-être, mais aujourd'hui ça n'existe pas. Il y a rien qui te donne 10 ou 15%. Ok. Enfin, Bah oui, oui. Non, mais je sais je pas, suis peut-être. d'accord Enfin, il avec y a un toi. truc Ok. que je comprends pas comme toi. Ok. Genre, Bah, alors, si dans les commentaires, il y a des gens qui ont compris pourquoi le fait que... Alors déjà, il y a deux questions. Ça veut dire quoi le taux de rémunération du capital est de 10 à 15%? Parce que bah, je sais pas, si j'ai 1 million d'euros, j'imagine que j'ai pas un rendement de 10 à 15%. Sinon je sors mon argent de chez Bernard Madoff et je l'investis. Je crois que c'était 9% Bernard Madoff. Donc tu vois, 10 à 15%, c'est vénère quand même. Donc si les gens ont compris c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire par le taux de rémunération du capital est de 10 à 15%, déjà je veux bien le savoir. Et de deux, comment t'en arrives à 25%, 25 jours par an de travail pour les riches. Je veux bien. Voilà. Donc ça donne quoi un monde low-tech sur les emplois? En gros, on l'a dit, tu as un transfert massif des gens qui vont passer des services vers l'agriculture, ça t'avais compris. Vu qu'on va créer énormément de réparations et d'artisanat, bah en gros, on va remplacer une partie de l'industrie qui servait à créer les nouveaux bidules et machins, mais donc en gros, dans ce secteur, ça va pas bouger, les emplois. Donc ça va rester stable. Et après, il est difficile de dire, dans un monde où les gens sont moins aliénés, où ils mangent moins de la merde, combien tu vas avoir moins de juges, moins de policiers, moins de docteurs, tout ça, moins d'assistance sociale. Et lui, même en étant prudent, tu vois, c'est marrant, il arrive à 3 jours de travail par personne par semaine. Tu vois. on est trop chaud pour l'âge de low-tech. T'es chaud pour l'âge des low-tech? Ah ouais, moi je suis trop chaud. Bon, forcément, t'as moins d'écran plat, de Je machin. m'en bats les couilles. Je veux moins bosser. Voilà. Donc, voilà. Plus de temps pour lire, pour jardiner, pour passer du temps ensemble. Mais en vrai, ça, je trouve que c'est un aspect très intéressant de la sobriété, la décroissance, les low-tech, enfin, on l'appelle comme tu veux, de la société souhaitable post-transition écologique, Mm. et qu'il faut essayer de marteler, je pense, dans l'esprit des gens. C'est parce que on a tous à l'esprit que oui, on va perdre des trucs, on va avoir moins d'écran, on va moins se déplacer, on va moins aller aux Bahamas, on va moins acheter de fringues pour être stylé, on a tous ça. Oui, à ça, on a l'esprit. compris. Hein. Mais par contre, on n'a pas à l'esprit qu'on va moins bosser, tu vois. Et ça, je pense que c'est un argument choc, notamment en France, parce qu'on n'aime pas trop bosser en France, tu vois. Genre, et moi, je suis fier d'être français. Genre, juste nique le travail, tu vois. Et en vrai, genre, peut-être que c'est un truc pour renforcer l'attractivité, l'acceptabilité de ce changement. C'est Essayer angulaire. de marteler ce truc-là de
Oui, mais tu vas moins bosser, tu vois. Tu vois, genre, peut-être je trouve qu'on n'a pas un discours assez séduisant là-dessus. Alors qu'en soi, le concept est séduisant, tu vois. Genre, franchement, tu fais un sondage sur 30 personnes autour de toi, tu leur dis, voilà, qu'est-ce que tu préférais le plus entre, genre, moins bosser et avoir 30% de moins de confort matériel, tu vois. Bosser 30% de moins ou avoir 30% de moins de confort matériel, je pense que, tu vois, les gens, ils hésitent, tu vois. Après, tous les mecs qui étaient sur la place du village, là, aujourd'hui, en train de distribuer des tracts pour promouvoir la réforme des retraites, eux, ils ont envie de plus bosser, du coup. Enfin, ou alors, j'ai pas compris. Non, mais il y a des mecs qui me filaient des tracts, ils disaient non, mais viens, on taxe pas Bernard Arnault et viens, on bosse plus et tout, c'est stylé. Mais c'est pour assurer la pérennité du système. Mais si tu taxes Narbé, tu assures pas la pérennité du système. Oui, mais pour ta gueule, on est du D'accord, non, mais ok. Mais donc, du coup, il y a quand même des gens qui ont envie qui aiment leur travail. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc là, on a terminé. Je vais passer assez rapidement sur le reste. Deuxième question, sur quelle échelle on fait ça? Lui, il dit c'est intéressant à l'échelle nationale, voire avec un ou deux pays frontaliers. Et il donne l'exemple de l'Angleterre qui apparemment avait fait ça avec l'abolition de l'esclavage. Juste, elle avait fait ça toute seule, dans son coin. Et tous les économistes disaient oui, ça va être la fin du monde, machin. Et juste, elle a fait ouais, je le fais quand même, j'en bats les couilles. Et t'avais la flotte anglaise qui poursuivait les bateaux de négriers et tout pour les poutrer. Et juste là, il dit quand est-ce que la flotte française poursuivra les bateaux de pêche illégales voilà. Donc ça, c'est à l'échelle nationale. Et il dit ce qui est cool à l'échelle nationale, c'est que tu peux mettre en place un protectionnisme. Tu sais, pour pas que tes poulets stylés qui sont élevés à l'air, machin, ils soient concurrencés par des poulets congelés du Brésil ou je sais pas quoi. Donc lui, il est chaud pour... il est chaud pour le protectionnisme à l'échelle nationale. Troisième question, on va te dire, les gens sont pas câblés pour faire ce genre de truc. Et là, Philippe, il nous dit oui, il faut une mutation culturelle et morale, notamment en mettant les métiers de l'artisanat au-dessus de celui de trader en termes de reconnaissance sociale. Et bien sûr, ça passe par une réduction des écarts de rémunération. Et donc, il y va pas avec le dos de la cuillère. Il dit, je cite, « Le trader se rassure sur son utilité sociale. Entre parenthèses, il est toujours moralement difficile de s'assumer totalement parasite, en expliquant qu'il permet au capital d'être utilisé de manière optimale. » Voilà. Donc autant, il est dans la nuance souvent, mais là il clash les traders. Là. Toi aussi, tu clashes les... Oui. De toute façon, il y a même les traders eux-mêmes se clashent, tu vois. Genre... Ah, c'est vrai? Tu sais, le gars de Eureka, c'était un ancien trader. Oui, mais bon, c'est un cas particulier. Nassim Taleb, c'est un ancien trader. Bon, ok, il y a des cas particuliers, mais genre, tous les traders qu'on connaît, parce qu'ils ont une pensée intelligente, ils sont plus traders, tu vois. tu vois ce que je veux dire? Mais pour le coup, moi, je fanfaronne pas trop parce que avant d'avoir fait l'épisode sur le truc de Eureka, c'était pas très clair tout ça pour moi. Hein. C'était pas très clair l'utilité, c'était pas très clair à quoi ça sert, tout ça. Bon, maintenant j'ai compris, je pense. Mais tu vois, je pense que je vais pas trop fanfaronner. Non, mais c'est pas inutile, c'est ce qu'on disait, c'est plus que c'est survalorisé. C'est survalorisé, oui, c'est ça. Enfin, c'est très, très survalorisé. Et dernière question, personne ne votera pour ça. Et donc là, effectivement, Philippe nous dit, eh bien oui, comme tu disais, Georges, il faut rendre la transition désirable. Donc dire qu'il faut que tu vas taffer moins, que s'il n'y a plus de voitures, il n'y aura plus de bruit, il n'y aura plus de pollution, il y aura le retour du chant des oiseaux, tout sera plus près, ça sera trop bien. Et voilà, ça nous permet de conclure l'âge des low-tech. Donc toi, t'es chaud, j'ai l'impression, mais t'es surtout chaud pour bosser moins, en fait, c'est ça. Exactement. Exactement. Non, mais après, comment dire, tu sais, c'est toujours la même histoire. T'es attiré par ce que t'as pas, tu vois. Donc aujourd'hui, j'ai le confort matériel, qui un peu de manière exagérée. Donc je suis prêt à sacrifier. Je pense que j'ai un surplus de confort matériel. Donc je suis prêt à faire des sacrifices de ce point de vue-là. Mais je n'ai pas le temps. Donc en gros, ça m'attire, tu vois, ce truc-là. Après, peut-être que si tu le fais, en fait, tu vas te dire, ouais, peut-être c'est pas si ouf que ça. C'est ça, non, mais tu vois, il y a des biais psychologiques, tu vois, ce qui est que... Après, comment dire? Non, après, encore une fois, c'est mon avis personnel, tu vois, c'est dur d'avoir un truc, mais tu sais, j'essaye de m'analyser. On a tous déjà vécu, même si t'étais pas dans mon cas, aujourd'hui, t'avais pas un confort matériel, tu vois. Enfin, ça dépend quel niveau, tu vois.
Mais genre, nécessairement, moi, j'ai vécu avec moins de confort auparavant. Tu vois, j'avais des plus petits appartes, je devais plus faire attention à mes dépenses, etc., etc. Et je me rappelle de cette époque, j'étais pas particulièrement malheureux, tu vois. Donc je pense que effectivement, il y a un degré de confort matériel à partir duquel t'es t'es malheureux, t'as une tristesse, tu peux pas nourrir tes enfants, etc., etc. Mais je pense qu'on a énormément de marge dessus. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je me rappelle une époque où j'avais 30-40% de confort matériel de moins qu'aujourd'hui, 50%, et j'étais pas en enfer, tu vois. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on a on a plus de choses à gagner à sacrifier du confort matériel pour du temps. Mais voilà, après, chacun a sa perception du truc, tu vois. Ouais. Ouais. Bah, ouais. Moi, j'avoue, j'ai un nouvel intérêt maintenant. Mais tu vois, j'ose pas faire ça, mais j'aurais bien aimé leur demander, tu sais, les mecs qui distribuent les tracts, sans faire de vanne, hein, les mecs qui distribuent les tracts pour la réforme des retraites, de leur expliquer, en fait, mais en fait, finalement, est-ce que vous avez pas envie de travailler moins, c'est quoi le truc et tout, et juste comprendre, en fait. Et c'est vrai que là, on est un peu dans notre bulle. Qu'ils vont te dire, en gros, ils sont convaincus des arguments du gouvernement, quoi. Ils vont te dire, oui, pérennité du système. Voilà, il faut assurer le fait que le truc perdure. Les projections du corps disent qu'il va être déficitaire. Enfin, ils vont te sortir ça, quoi. Tu vois. Ils vont pas te dire oui, on veut travailler plus, tu vois. mais bref, non, mais tout ça pour dire que tu vois, genre, on peut tous, pour ceux qui ont de la chance de faire des études supérieures, tu vois, on peut tous se rappeler de l'époque où on était étudiant et donc on avait beaucoup moins d'argent. Genre en vrai, on s'en battait un peu les steaks, tu vois. Oui, c'est ça. Ouais. Après, il y a des étudiants qui peuvent pas se nourrir. Bon, là, ça devient ghetto, tu vois. Mais on a de la marge du point de vue on a de la marge de sacrifice sur le confort matériel, quoi. Oui, mais si tu veux, si tu veux, l'approche dans le livre aussi, c'est de dire que, en fait, si tu dois faire avec moins, en fait, ça passe quand même surtout par. Il faut forcément qu'il y ait une redistribution pour pas qu'il y ait des gens qui est vraiment. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, si tu leur donnes moins aujourd'hui, ça va être compliqué. Ouais. Donc oui, ça passe par Narbé, il faut qu'il. Voilà. On s'arrête là ? Ça marche. Allez, bisous.